nous étions à Savoir féministe, les intellectuels noirs. Donc, je rappelle, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, je regarde... Ah oui, non, c'est bon, la playlist dure 10 heures. Je devrais pas avoir besoin de la remettre au début. Ça devrait aller. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, ici, Bell Hooks nous parle de... son expérience en tant que prof, notamment. C'est-à-dire que quand le livre s'appelle donc Apprendre à transgresser, mais là, on est donc par le prisme de l'enseignement. Malgré tout, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans juste le rapport à l'autre et la façon dont on communique avec l'autre pour changer en fait un peu une espèce de programmation, quoi. C'est-à-dire une espèce de façon de voir les choses et d'exprimer les choses. Elle le fait notamment pas mal par le prisme du racisme et sur le problème de pas mal de blancs qui, eux, ne sont pas forcément tellement prêts à faire des efforts à partir du moment où ça demande vraiment une action. C'est-à-dire qu'ils aiment bien l'antiracisme en tant que concept, mais alors après, dans les faits, ça devient plus difficile parce que ça questionne leur positionnement. Le livre est passionnant, vraiment. Donc let's go. Let's go. En s'appuyant sur la pédagogie des opprimés, pas uniquement, il y a quand même pas mal de... La bibliographie est assez extensive, mais elle parle beaucoup de Paulo Freire, mais elle parle aussi de ses enseignantes noires quand elle était plus jeune, de la douleur qu'elle a eue en fait à se rendre compte que l'enseignement devenait beaucoup plus une espèce de... Comment elle appelle ça ? Un système de banque, c'est-à-dire de donner que t'apprends puis que t'échanges du coup après dans un contexte de salariat, etc. et tout. Donc c'est très intéressant. Et elle dit, on s'emmerde un peu, quoi. Donc, les chapitres précédents étaient passionnants puisque elle parlait notamment, par exemple, de solidarité féministe. Ça, c'était intéressant aussi. Elle parle aussi notamment de tout ce qui est patriarcat et notamment au sein de la communauté noire, de donner des outils aussi, hein. Le truc sur l'essentialisme et l'expérience, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup Eridan pour ton raid. Coucou à toutes et tous, installez-vous, nous allons commencer la lecture. Donc sit back, enjoy yourself. On lit Apprendre à transgresser de Bell Hooks. Les chapitres sont relativement indépendants les uns des autres, donc vous n'avez pas forcément besoin de plus de connaissance du bouquin que ça, puisque ça sera normalement intéressant. Donc là, c'est Savoir féministe, les intellectuels noirs. Merci beaucoup Eridan, j'espère que ton live s'est bien passé en tout cas. Donc, c'est parti. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis l'écriture de mon premier livre féministe, Ne suis-je pas une femme ? Femme noire et féminisme, que j'aimerais bien lire aussi, quoi, parce que ça a l'air intéressant. Comme beaucoup de petites filles précoces qui grandissent dans un foyer dominé par les hommes, je compris le sens des inégalités de genre très tôt. Notre vie quotidienne était remplie de tragédies patriarcales, l'usage de la coercition, de la punition violente, du harcèlement verbal pour maintenir la domination masculine. Notamment, elle l'exprime pas mal par le fait qu'elle comprenait pas, par exemple, pourquoi son père avait autant de droits de violence sur elle, alors même qu'il passait beaucoup moins de temps à la maison et donc il la connaissait moins aussi, quoi. Pas de soucis, Péony, bonne soirée. J'ai regardé une série récemment qui parle de racisme et il y a des scènes qui m'ont fait penser au chapitre sur la sororité, notamment sur la relation entre meuf blanche et sa femme de ménage noire. Bah oui, c'est ça en fait. Et là, elle en parlait vraiment en disant qu'il y avait effectivement une méfiance des deux côtés, notamment par les femmes noires qui disaient « Mais pourquoi est-ce que c'est les femmes blanches qui nous donnent des ordres, alors même qu'elles restent le cul vissé à la journée à nous regarder bosser et qu'elles branlent rien ?» Et donc... En fait, Bell Hooks disait, on est obligé de faire un peu un effort des deux côtés, parce que sinon, si on reste campé sur nos positions, on n'avance pas. Et d'un autre côté, c'est aussi compréhensible de pas vouloir faire de concessions. Enfin bon, bref, c'est compliqué, quoi. Pas de souci, Eridan, bonne soirée. Et coucou, Jamiliri. Donc voilà. Donc du coup, c'est intéressant.
parce qu'on sent qu'elle ne diminue pas les expériences de tout le monde aussi, quoi. Et merci beaucoup pour ton Prime, Eridan. Coucou Moggy. Donc voilà, donc du coup là elle parle d'expérience de tragédie patriarcale, ce qui est quand même un grand mot, mais voilà. Tous petites, nous comprenions que notre père était plus important que notre mère, car c'était un homme. Ce savoir était consolidé par le fait que n'importe quelle décision que notre mère prenait pouvait être annulée par l'autorité de notre père. Puisque nous grandissions sous la ségrégation raciale, nous vivions dans un quartier exclusivement noir, allions à l'école noire, fréquentions une église noire. Les hommes noirs détenaient plus de pouvoir et d'autorité que les femmes noires dans toutes ces institutions. C'est seulement lors de mon entrée à l'université que j'ai appris que les hommes noirs avaient soi-disant été émasculés, que le traumatisme de l'esclavage venait principalement du fait que les hommes noirs avaient été dépouillés de leurs privilèges et leur pouvoir masculin, que cela les avait empêchés de renouveler pleinement leur masculinité. Les discours sur les noirs castrés qui auraient été d'humbles steppenfetchistes. Voilà, donc quoi ? Steppenfetchistes. Alors, note de la traduction. Humoriste, premier afro-américain à avoir été crédité au générique de ces films. Ok. Ah, ok. Suivant les blancs comme s'ils étaient leurs animaux de compagnie, était dans mes esprits un fantasme de blanche issu d'une imagination raciste. Dans la réalité de mon enfance, j'avais observé des noirs en position d'autorité patriarcale, exerçant un pouvoir masculin, soutenant un sexisme institutionnel. Étant donné cette réalité expérientielle, je fus choquée de lire les travaux universitaires sur la vie noire dans diverses disciplines comme la sociologie ou la psychologie, écrits d'un point de vue critique, ne supposant aucune distinction de genre dans les relations sociales noires. Oui, donc elle est là en train de dire... oui, enfin c'est ça, c'est vraiment généralisé à fond, comme s'il n'y avait pas de hiérarchie non plus, comme si le patriarcat ne s'appliquait pas, quoi. Mais là, ça, c'est vraiment c'est aussi, à la fois la convergence des luttes, mais aussi les différents degrés d'oppression. En fait, les oppressions, l'une n'en chasse pas l'autre, elles s'additionnent, en fait. C'est-à-dire que quand t'es une femme... tu vis le sexisme. Quand tu es une femme noire, tu vis le sexisme et le racisme. C'est pas genre soit le sexisme, soit le racisme. Donc là, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, en gros, c'était traité n'importe comment, quoi. Alors que je m'engageais au cours du premier cycle dans le mouvement féministe, je m'inscris au cours de Women's Studies dès qu'il fut proposé. Je fus pourtant de nouveau surprise par l'ignorance écrasante quant à l'expérience noire. Je fus troublée par le fait que les enseignantes et les étudiantes blanches méconnaissaient les différences de genre dans la vie noire. Lorsqu'elles parlaient du statut et des expériences des femmes... que lorsqu'elles parlaient des statuts et des expériences de femmes, elles ne fassent référence qu'aux blanches. Coucou Force Rose, la misogynie noire, c'est ça. Et puis il y a ça... et il y a les deux, en fait, quoi. En fait, c'est le merdier. C'est-à-dire que, pareil, si t'es une femme noire pauvre... c'est différent d'une femme noire, pauvre, lesbienne. C'est genre... tout s'additionne, quoi. Cette surprise se mua en colère. Je vis mes efforts ignorés quand je tentais de partager des informations et un savoir sur la manière dont, malgré le racisme, les relations de genre noir étaient construites pour maintenir une autorité noire masculine, même sans refléter les paradigmes blancs, ou sur la différence entre l'identité et le statut féminin blanc. Quoi ? Ou sur la différence entre l'identité et le statut féminin blanc étaient différents de ceux des noirs. Alors attends, il manque peut-être un mot, quoi. Faire partie des 1%, mais pas dans le bon sens. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. En cherchant des ressources universitaires pour attester de la réalité de mon expérience vécue, je fus abasourdie. Soit par le manque complet d'un quelconque intérêt pour la différence de genre dans la vie noire, soit par la présupposée tacite que, parce que beaucoup de femmes noires travaillaient hors de la maison, les rôles de genre étaient inversés. Ah. Les universitaires parlaient souvent d'expérience noire, alors qu'en réalité, elles parlaient uniquement de l'expérience noire masculine. De manière significative, je découvris que quand on parlait des femmes, on universalisait l'expérience des blanches, qui représentait alors toutes les expériences des femmes, et que quand on parlait des noirs, on utilisait l'expérience des hommes noirs comme point de référence. Frustrée, j'entrepris d'interroger les manières dont les biais racistes et sexistes modelaient toute la littérature s'intéressant à l'expérience noire et à l'expérience féminine. Il était évident que ces biais avaient créé un contexte avec peu ou pas d'informations sur les expériences distinctes des femmes noires.
Ce fut ce vide critique qui me poussa à faire des recherches et à écrire « Ne suis-je pas une femme ?» L'ouvrage fut publié des années plus tard, lorsque les éditeuristes de travaux féministes admirent que la race était un sujet approprié et rentable dans la littérature féministe. Cette acceptation ne prit forme que lorsque les blanches commencèrent à montrer un intérêt pour les questions de race et de genre. Lorsque le mouvement féministe contemporain débuta, les écrits et la littérature féministe des Noirs étaient novateurs. Les écrits de Noirs comme Célestine Ware, Toniquette Bombara, Michelle Wallace, Barbara Smith et Angela Davis, pour n'en nommer que quelques-unes, cherchaient tout à articuler, à définir, à parler et à contrer les omissions flagrantes dans le féminisme, l'effacement de la présence féminine noire. Pendant ces premières années, les Blanches encouragèrent avec zèle la croissance et le développement d'une littérature féministe abordant spécifiquement leur réalité, la redécouverte de l'histoire féminine blanche, les preuves documentaires qui démontraient les myriades de moyens par lesquels les différences de genre étaient socialement construites, par lesquels l'inégalité était institutionnalisée. Pourtant, il n'y eut pas de zèle féministe simultané pour créer un corpus de littérature féministe qui se pencherait sur les réalités spécifiques des Noirs. Les activistes, intellectuels et autrices noires se retrouvèrent isolés dans les mouvements féministes et furent souvent la cible de blanches mal avisées qui se sentaient menacées par toutes les tentatives de déconstruction de catégories comme de la catégorie femme ou par l'introduction d'un discours sur la race dans les travaux féministes. Ouais, alors c'est ce qu'elle expliquait aussi. En fait, dans les précédents chapitres, elle abordait beaucoup la performativité, en fait, et c'était étonnant, parce que je rappelle, effectivement, je n'ai pas replacé le contexte, mais ce bouquin est paru dans les années 90, 91, 94, première publication. Et plus on lit, plus on se rend compte que ça fait réfléchir, quoi. C'est-à-dire que c'est déjà en place depuis bien longtemps tout ça, quoi. Et c'est-à-dire qu'en fait, du coup, on donnait plus la parole aux blanches pour parler de racisme que aux concernés, quoi. Donc, voilà, mal avisé, tout ça. À l'époque, j'imaginais que mon travail et celui d'autres femmes noires serviraient de catalyseur et provoqueraient un plus grand engagement des Noirs et certainement des femmes noires avec la production de littérature féministe. Mais ce ne fut pas le cas. Dans l'ensemble, les Noirs, comme de nombreuses femmes blanches, étaient suspicieuses vis-à-vis des femmes noires engagées dans le féminisme. Ah ouais, il y a vraiment des trucs qui n'ont pas pris une ride et qu'elles formulent avec tellement de justesse. Ce qui montre bien, et c'est d'autant plus important de la lire aujourd'hui, parce que ça montre bien qu'on n'écoute pas, en fait. C'est pour ça que c'est important, du coup, de lire Bell Hooks et toutes les autres autrices noires qu'elle cite, plus d'autres, parce qu'il y en a eu beaucoup entre-temps aussi. Parce que ces choses-là sont dites, et si nous, on regrette le fait d'avoir à répéter sans arrêt, notamment aux hommes, les problèmes, en fait, il faut qu'on se remette en question aussi, de se dire, oui, mais de l'autre côté, il y a des femmes noires qui communiquent les mêmes choses depuis des décennies, et nous, on n'écoute pas, quoi. Oui, il y a un problème de transmission de connaissances féministes et antiracistes, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui estiment, tu vois, par exemple, que des bouquins comme celui-ci sont trop compliqués, en fait. Et je peux comprendre. Enfin, encore une fois, rien ne nous encourage de toute façon, quoi qu'il arrive, à nous écouter, à nous voir, à nous parler entre nous en tant que femmes. Mais il y a beaucoup de choses où les gens se disent « Non, mais je suis trop con, de toute façon, je vais rien comprendre. » C'est pour ça que je trouve que c'est important de le lire entre nous. Et de pouvoir en parler quand il y a des trucs qui paraissent moins clairs. Mais là, on se rend bien compte que tout est quand même assez évident et limpide, quoi. Et les concepts qui le sont moins, on explique sans problème, quoi. Le discours noir sur le féminisme fut souvent confiné au débat sans fin sur notre implication ou non, en tant que femmes noires, dans le mouvement féministe blanc. Étions-nous d'abord des femmes ou des noirs ? Les quelques universitaires noirs cherchant à faire des interventions critiques dans le développement de la théorie féministe furent d'abord forcés de prouver aux féministes blanches que nous tenions le bon cap lorsque nous attirions l'attention sur les biais racistes qui distordaient la littérature féministe, qui échouaient à prendre en considération les réalités des femmes n'étant pas blanches ou issues de classes privilégiées. Bien que cette stratégie était nécessaire pour gagner un public, cela signifia que nous ne pouvions pas consacrer notre énergie exclusivement à créer un climat où nous pourrions regarder l'expérience noire à travers un prisme féministe. En nous concentrant
autant sur le racisme dans le mouvement féministe, ou en démontrant à des publics noirs que les inégalités de genre imprégnaient la vie noire, nous ne dirigeons pas toujours notre énergie vers l'invitation d'autres noirs à voir la pensée féministe comme une posture pouvant illuminer et augmenter notre compréhension intellectuelle de l'expérience noire. Il semblait que les femmes noires, impliquées dans les politiques féministes, étaient souvent prises entre le marteau et l'enclume. La vaste majorité des féministes blanches ne firent pas bon accueil à notre questionnement des paradigmes féministes qu'elles cherchaient à institutionnaliser. De la même façon, beaucoup de Noirs estimaient que notre engagement dans les politiques féministes constituait une trahison et rejetaient notre travail. C'est effectivement... Bah oui, c'est un peu le merdier, quoi. C'est que... Ben oui. C'est que c'est... Soit tu te vois reprocher par les féministes blanches que, en gros, tu t'attaques à ton propre camp en critiquant les biais racistes des mouvements féministes blancs, soit tu te prends un contre son camp de meufs noires qui disent bah, vous avez pactisé avec l'ennemi, vous êtes compromis, vous êtes tiédasse, maintenant ça sert plus à rien. Enfin, voilà quoi. Ça enfonce le clou de l'absurdité de parler d'une idéologie woke, mais c'est ça, hein, vraiment. Hein. Comme si ces sujets-là étaient nouveaux, comme si la question du patriarcat était nouvelle, comme si... Mais c'est incroyable. Parce que vraiment, il y a des phrases qu'elle dit, tu sortirais ça maintenant, panique morale, regardez dans quels extrémismes elle nous envoie, alors que c'est déjà là. Hein. Et même avant ça, je veux dire, quand on a lu Virginia Woolf, ce qu'elle exprimait, rien n'est nouveau, quoi. Ça fait longtemps que ça nous emmerde. C'est ça que je trouve fantastique. Malgré le racisme auquel elles étaient confrontées dans des cercles féministes, les femmes noires épousant la pratique et la pensée féministe restèrent engagées parce qu'elles faisaient l'expérience de nouvelles formes de progrès personnel. Nous comprenions et comprenons maintenant à quel point une critique du sexisme et les efforts organisés pour revendiquer les politiques féministes dans les communautés noires pourraient s'avérer libératrices pour les femmes et les hommes. Les penseuses et autrices noires comme Michelle Wallace et Ntosage Shage, je suis désolée, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui avaient initialement un très large public noir, répondant à l'intérêt de leur travail sur le sexisme, les différences de genre dans la vie noire, firent face à des audiences noires hostiles, refusant le dialogue. Combien de temps pour lire un livre ? Alors Doliprane, ça dépend du livre. C'est pas une vérité absolue. Nombre de pages, quoi. J'avoue que je ne compte pas. J'avoue que je m'en fous un peu de lire rapidement ou non. Après, en live, c'est toujours un peu... elle est super... 15 minutes, ouais. Là, je me mets à votre niveau, quoi, mais... En réaction à l'idée que les femmes noires devraient s'impliquer dans les mouvements féministes, beaucoup de Noirs affirmèrent qu'elles étaient déjà libres. Qu'une des manifestations de cette liberté était qu'elles travaillaient en dehors de la maison. Cette ligne de pensée ignore bien sûr complètement les problèmes de sexisme et de domination masculine. Puisque la rhétorique en vigueur à l'époque insistait sur la victimisation complète des hommes noirs sous le patriarcat suprémaciste blanc, peu de Noirs furent enclines à aborder cet aspect de la pensée féministe qui insistait sur le fait que le sexisme et le patriarcat institutionnalisé offraient effectivement aux hommes noirs des formes de pouvoir, aussi relatives soient-elles, qui restaient intactes même sous l'oppression raciste. Ah oui, c'est ça, c'est un peu comme concéder, quoi. Moi, si c'est un choupi, je le finis en une soirée. Putain, balèze, hein. Hyper forte, hein. En parlant de manque de transmission, il y a aussi un manque sur l'histoire de groupes militants qui ont existé. Il y avait dans les 70s la coordination des femmes noires qui réfléchissaient déjà à ces questions. Mais quand c'est peu transmis. Genre quand on pense à la vague féministe des 70s, en général, c'est pas transmis. En fait, on en parle peu, et j'ai l'impression que c'est une tradition orale, notamment dans des assos. Et il y a beaucoup d'assos... Enfin, en fait, il y a eu beaucoup d'assos dans les 70s qui n'ont pas forcément perduré. En fait, il y a eu tout un espèce de creux, et là, j'ai l'impression qu'on en revient, parce qu'on se dit, putain, le collectif, c'est quand même un peu important. Et je pense qu'il y a une nécessité, justement, à faire en sorte de transmettre entre les vieilles générations aussi, quoi, parce que, mine de rien, c'est important de savoir comment ces mouvements-là se sont développés, quelles difficultés ils ont rencontrées, notamment parce que, du coup, ça nous permet, nous,
comment... Oh, écoute... ça nous permet nous aussi de savoir un peu et d'anticiper les prochaines vagues de merde, puisque notamment le problème c'est que c'est cyclique, on le sait, ça s'exprime pas toujours de la même façon, mais tous ces systèmes d'oppression sont des systèmes qui se basent sur une idéologie qui n'évolue pas beaucoup, quoi. Ce qui fait que du coup je trouve que c'est ça, on ne communique pas assez entre nous, donc ces expériences là ne sont pas transmises, quoi. Et c'est pas très étonnant, mais c'est dommage, quoi. Parce que, par exemple, tu vois des expériences au sein d'assauts comme le planning familial ou ce genre de choses-là, bah, il y a des choses à transmettre, quoi. Donc... Et pas uniquement, je pense que c'est ça aussi, c'est pas uniquement via des bouquins, puisqu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont du mal aussi, quoi. Ça permet qu'on construit pas sur du sable. Mais je suis d'accord, hein. Et en fait, il y a un peu... C'est rassurant, je trouve, parce que nous, on s'est rendu compte de ça quand on... Bah, déjà en lisant celui-ci, mais en lisant aussi Virginia Woolf, de se dire, mais ces idées-là sont pas nouvelles et on n'est pas seul, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, tu te dis, putain, mais... on est si peu à penser ça pour que ça prenne aussi peu. Bah non, en fait, on est très nombreuses. Mais on cherche activement à nous diviser aussi, quoi. Les minorités, bon, les femmes, il y a aussi d'autres bails, mais... Donc bon, je pense que c'est ça qui est important aussi, quoi. C'est de voir que toutes ces pensées-là ne sont pas nouvelles. Ouais, c'est ça, il y a quand même la pensée collective, quoi. Je pense pas que, tu vois, le fait que ce soit désespérant, c'est que de toute façon, il faut pas se dire que le patriarcat va disparaître. Il disparaîtra jamais, quoi. Après, il prend plus ou moins de force, mais je pense que justement, si on en parle plus facilement entre nous, il y a moyen de faire un peu plus bouger les choses, quoi. Donc voilà, donc du coup en gros ce qu'il dit c'est qu'au sein du racisme on voit les hommes noirs comme dominés et oppressés, et qu'ils auraient la sensation que ce serait trop concédé que de dire oui ok on a quand même par contre des positions dominantes dans nos foyers, quoi. Et ça c'est le problème, mais ça c'est de toute façon pas de nuance, quoi. Ça peut pas être l'un et l'autre, c'est forcément l'un ou l'autre, enfin ça me rend un peu zinzin, quoi. Voilà, c'est compliqué. On s'en sort pas. Voilà. Dans un tel climat culturel, les femmes noires, soucieuses de créer une théorie et une littérature féministe, dirigèrent, avec raison, leur attention vers ces personnes progressistes, y compris les blanches, qui étaient ouvertes à l'idée d'interroger de manière critique les questions de genre dans la vie noire depuis une posture féministe. Comme les hommes blancs précaires. Ouais, mais c'est ça en fait, tu vois. Hein. Ça me fait penser à une anecdote à ma bibliothèque aujourd'hui. Une usagère redécouvrait Anne Sylvestre parce qu'elle ne connaissait que ses fabulettes. Tout son répertoire adulte a été effacé de la mémoire collective. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu plus revenues à sa mort, hélas. Mais c'est vrai qu'en fait, y a... les gens arrivent pas... Mais on le voit, enfin, même moi, tu vois, en tant que créatrice, les gens ont du mal à envisager de te relier à plusieurs choses à la fois, en fait. Les gens ont vraiment besoin d'une case, et l'idée c'est, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir 16 ans et d'être là, ouais, on se met dans des cases, les gens nous limitent, mais en fait c'est un peu vrai quand même, c'est un peu ça, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'un référentiel, et toi tu vas être référentiel à ça, et pas autre chose, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le reste est assez secondaire, quoi. Et ça peut pas être plusieurs sujets à la fois, c'est vraiment un truc, et c'est difficile parce que ça demande vraiment de forcer les gens consciemment à ne pas te limiter à un sujet, quoi. Et effectivement, Anne Sylvestre, c'est quand même vachement ça, quoi. Alors qu'elle a sorti des textes qui étaient quand même très engagés, quoi. De manière significative, alors que le mouvement féministe progressait, les femmes noires et racisées osaient défier l'universalisation de la catégorie femme. Attends, quoi ? Ah oui, voilà. Non, hein ?
Ah oui, si, ok, pardon, excusez-moi. La phrase est un peu longue et du coup, j'ai perdu un truc. Alors que le mouvement féministe progressait, les femmes noires et racisées, osant défier l'universalisation de la catégorie femme, créèrent une révolution de la pensée féministe. Beaucoup de femmes blanches s'étant auparavant opposées à une refonte des manières dont les intellectuels féministes parlaient du statut des femmes, répondaient désormais aux critiques et travaillaient pour créer un climat critique où nous pourrions parler de genre de façon plus complexe et où nous pourrions reconnaître les différences de statut des femmes, différences surdéterminées par la race ou la classe. Non sans ironie, cette intervention majeure ne servit pas comme un catalyseur qui aurait pu pousser plus de femmes noires à produire des travaux féministes. Actuellement, bien plus de blanches que de noires écrivent d'un point de vue féministe en prenant en compte la race. C'est le cas parce que tant d'universitaires noirs sont toujours ambivalentes quant aux politiques et aux postulats féministes. Sandra Barkti affirme que pour être féministe, on doit d'abord le devenir. Intéressant. Elle écrit ça dans Toward a Phenomenology of Feminist Consciousness, dans Femininity and Domination, paru en 90. Tout ça n'est effectivement pas récent. Je me pose la question, vous croyez qu'on met les hommes blancs dans des cases uniques ? Je me demande justement en t'écoutant, j'ai l'impression qu'on laisse plus les hommes se réinventer. Non, Tipoud, je pense que c'est parce que les hommes ont moins de signes distinctifs. C'est-à-dire que les hommes, ils n'ont pas toujours de passion très marquée. Enfin, ça dépend, tu vois, parce qu'il y a quand même des hommes qu'on met dans des cases en mode lui, il aime tel truc, lui, il fait telle chose, machin, etc. Mais je pense que ils n'ont pas toujours de DA particulière. Ils ont pas... En fait, tu sais, ils sont moins passionnés, mine de rien, quoi. Moins de personnalité, mais je suis d'accord, Bantoche, en vrai, hein. Ah, pas tous, évidemment, not all men. Mais en fait, c'est même pas une question, parce que là je parle pas de la tolérance qu'on a, tu vois, se réinventer, je suis pas sûre que ce soit la question, c'est vraiment, là je parle d'un automatisme qu'on associe les gens à des choses, en fait, tu vois. C'est-à-dire que qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple? Ouais, je sais pas trop, quoi. Au bout d'un moment, les gens s'habituent si tu changes. Enfin, tu vois, moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai été la gothique qui se maquille beaucoup. Bon, bah, évidemment que les gens sont obligés de passer à une case différente avec moi maintenant. Ils ont pas eu trop le choix. Donc, évidemment qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux quand même changer de case. Mais... Puis c'est surtout que j'ai quand même fait un peu cet effort-là de le verbaliser. Parce que moi, par exemple, ça m'emmerde très profondément. Et que c'est un truc sur lequel j'hésite pas à discuter. Parce que ça me pose problème. Mais je pense que oui, les hommes ont moins ce problème-là. Parce que de toute façon, rien n'est jamais vraiment très intense avec eux, quoi. C'est pour ça que je les ai pris en compte. On n'a que des randonneurs grimpeurs. Ouais, ouais. Voilà. Après, si, tu vois, t'as des podcasteurs, cinéphiles, machin et tout, mais bon... Je suis pas sûre que ce soit... Je suis pas sûre... En fait, c'est surtout que je pense que... c'est pas conscient de mettre les gens dans des cases comme ça, tu vois. C'est vraiment plus un réflexe qu'ont les gens d'associer... Est-ce que c'est un réflexe humain ? Est-ce que c'est une façon... Est-ce que c'est une réponse de notre cerveau ? Est-ce que c'était autant comme ça avant, mais maintenant on a tellement plus d'infos à traiter, on est tellement sursollicité qu'on est obligé de faire des espèces de petits tableaux avec des laines de la laine rouge, tu sais, en mode bon alors ça c'est machin. Machin c'est associé à telle idée. Ça c'est machin. Machin il fait ceci. Ça c'est, tu vois ? Je pense que c'est ça aussi, quoi. Donc, où en étais-je ? Actuellement, voilà. Donc, Sandra Barkti, oui, voilà, elle dit, pour être féministe, on doit d'abord le devenir. Elle nous rappelle que simplement penser au genre et se lamenter sur la condition féminine n'est pas nécessairement une expression d'une conscience féministe. C'est vrai. C'est vrai. Ça peut être le début d'une piste de réflexion, mais c'est pas forcément être féministe, quoi. En effet, beaucoup d'intellectuels noirs préfèrent se concentrer sur le genre alors même qu'elles désavouent leur engagement de la pensée féministe.
N'étant pas certaine du fait qu'un mouvement féministe changerait vraiment et significativement la vie des femmes noires, elle ne souhaitait pas adopter et revendiquer une posture féministe. Il y a aussi le fait que les activités d'hommes blancs bourgeois deviennent une activité normale et normalisée par définition. Ils sont pas niches. Ouais, mais malgré tout, je suis pas sûre que ce soit forcément une question d'avoir uniquement des passe-temps niches, quoi. Juste... les noms de famille, c'est un peu le même truc. Où ça catégorisait une personne avec un trait saillant. Oui, c'est vrai, Gwenise, ouais. Il me semble qu'il existe un biais où on a tendance à voir plus de diversité dans le groupe dans lequel on appartient que un groupe qui est externe à nous. Ah oui, tu veux dire qu'on simplifie le truc quand on connaît pas les gens? Oui, ouais. Ouais. Bah, je pense pas que ce soit motivé par des biais forcément racistes ou sexistes, parce que... je pense que même les enfants le font, quoi. Je pense que... Tu sais, les enfants... Enfin, il y a cette espèce de vision un peu simpliste de t'associer à un truc, où tu représentes quelque chose, quoi, dans la tête de quelqu'un. En termes de représentation dans la culture, les femmes sont cantonnées à des gros clichés, que les hommes ont davantage de possibilités de nuances et ont pas un rôle défini et immuable. Ah, je sais pas. Je sais pas, parce que je pense qu'il y a des hommes qui sont associés à des gros clichés aussi, quoi. J'arrive pas à savoir si c'est aussi binaire que ça, en fait. Je pense que ça doit influencer, mais je suis pas sûre que le fait... J'arrive pas à savoir, en fait. Et il doit y avoir des études sur le phénomène, parce que je pense que c'est effectivement, c'est pas juste femme égale gros nichon, mec égale grosse voiture, tu vois. Voilà. Il doit y avoir des gens qui sont associés à ça. Mais tu vois, je pense que c'est un peu plus subtil que ça. C'est vraiment des sujets en fonction de... Bah si. Bah si. Logique en fait, la base, j'avoue. Du coup, nous, IRL, ça nous pousse à devoir nous démarquer par des traits qui sortent du lot, que les mecs ont pas à se forcer, car il leur est dédié toute une palette. Ah, je sais pas, parce qu'en fait, même au sein de... Je suis pas sûre que ce soit une volonté de se démarquer, quoi. Je pense que c'est vraiment d'associer... Ah, je sais pas, mon cerveau est en train de faire... Parce que je pense qu'il n'y a pas... je pense que voir le fait de mettre les gens dans des cases uniquement par un biais sexiste, je pense que c'est effacer tout un mécanisme qui tient vraiment plus du réflexe pour comprendre les choses, en fait. Pour t'aider à différencier les gens et tout, quoi. Pas forcément gros dibar, mais la sainte, la mère, la putain. Ouais, mais alors je parle pas de ça. Enfin, je parle pas de ça. Enfin, il y a de ça, mais là, je parle vraiment d'associer à des traits spécifiques de la personnalité de la personne et de rester là-dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas être associé à plusieurs sujets différents, quoi. Parce que là, ça, effectivement, ce que tu dis sur la sainte, la mère, la putain et tout, c'est encore un autre sujet pour moi, quoi. C'est pas la même chose. Que maintenant, si, on peut avoir ça pour les mecs avec le fuckboy ou le... Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Moi, comme l'homme est de facto reconnu, les femmes ont davantage à avoir des traits saillants pour exister. Alors, reconnu dans quel sens ? Non, mais c'est complexe, Vanny. C'est-à-dire que je pense que je l'explique pas bien, en plus. Parce que c'est compliqué. Mais... connaître, ok. Dans le sens vu. Ah oui. Ouais, mais alors ça voudrait dire que... Oui, ouais. Oui, mais encore une fois, tu vois, j'ai vraiment pas l'impression que dans notre tête, même en tant que meuf... Enfin, ouais, il y a quand même des gens qu'on associe à des trucs en dehors de ces standards-là, quoi. Ouais, c'est pas dans ce que je dis. Moi, c'est vraiment en dehors de ce truc-là, d'associer vraiment les gens à un seul trait de leur personnalité et de vraiment voir aucune autre diversité, quoi. Tu peux pas
exister dans plusieurs autres trucs, quoi. T'as vraiment... Mais pourquoi je rebondis là-dessus ? Je sais plus. Bref, on s'est éloigné du sujet, mais c'est intéressant, hein. Moi, j'aurais pas à dire connu, mais que la masculinité est omniprésente, genre tous les corps de métier masculinisés, et que ça leur fait un panel de base beaucoup plus large de choses avec lequel être associé. Ouais, mais... Oui. Ouais, mais alors, encore une fois, c'est pareil, je pense pas que ce... Genre, comme quand tu lis des mangas ados et toute ta famille, t'es la fan de manga pour toujours, c'est un peu ça, Marelle, ouais. Oui, c'est ça, en fait. Tu vois ? Oui, en fait, c'est ça, Spookizy aussi, ouais. C'est ça. Exactement. C'est vraiment de se dire cette personne-là, c'est ça. Et du coup, ça sera rien d'autre. Mais pourquoi je disais ça ? Pourquoi je rebondissais là-dessus ? Je sais plus. Ouais, je sais plus. Je sais pas. Enfin bon, voilà quoi. Annie Cordy à la bibliothèque ? Oula, j'ai loupé un bout. Avec le chandelier ? Attends, comment ça, Annie Cordy ? Ah oui, si ! Non, oui, Anne Sylvestre, pas Annie Cordy. Anne Sylvestre. Ah putain. Tipoun, ton cerveau. J'ai vraiment eu un moment de... Hein ? Mais j'ai rien suivi en fait, je suis complètement con. Qu'est-ce qui c'est ? Pourquoi à quel moment vous avez parlé d'Annie Cordy, putain ? Oui, c'est ça. Oui. Toutes Anne, Annie, oh ça va, c'est bon. Mais si voilà, du fait que Anne Sylvestre, on s'était dit, elle fait des fabulettes, elle fait des petites chansons mignonnes pour les enfants, et c'est tout. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est pas forcément une question de... Oui, il y a peut-être aussi cet aspect de sexisme d'avoir effacé une partie des choses plus revendicatives et plus vénères qu'elle a écrites, mais la mère la sainte, la bonne du curé, vraiment... Oh la vache, putain, j'étais perdue. Mais il y a aussi le fait que les gens arrivent pas à imaginer qu'elle puisse écrire des trucs féministes et écrire des petites chansons mignonnes pour enfants. Les gens, ils sont en mode, non, mais attends, on peut pas. Il faut choisir. Ça peut pas être les deux. On peut pas se rappeler de tout, ok ? Et donc ça, je pense que c'est pas forcément spécifique aux femmes, en fait. Mais... Je pense que c'est... On aurait l'exemple d'un homme là-dessus ? On n'a pas envie de faire un effort pour penser à des hommes, mais voilà, dans l'idée, je pense qu'il y a des hommes qui sont plus ou moins victimes de ça aussi. Bah si, Nino Ferrer. Eh ben lui, il a toujours été associé à Mirza, les cornichons, machin, mon cul sur la commode. Il détestait ça. Lui, il voulait écrire des textes plus profonds. Et en fait, c'est en plus tristement à cause de ça qu'il s'est foutu en l'air. Parce qu'en fait, on l'a jamais associé à autre chose de plus sérieux. Alors que lui, il avait écrit tout un opéra avec des animaux et tout, machin et tout. Et vraiment, enfin, il y a des textes de Nino Ferrer qui sont... Nino Ferrer. Je suis en train de douter de son nom là. Qui sont vraiment super, quoi. Et lui, en fait, les gens, ils étaient là, les cornichons, quoi. Oh, horrible. Bah voilà, encore un exemple. J'ai l'impression de voir toujours ça dans les fanbases d'artistes, dès que l'artiste ne refait pas toujours la même chose qu'au début. C'est ça, Yom Z, c'est un peu ça, hein. Ouais. Léo Ferré, Nino Ferrer, exactement, c'est ça. Oui. Non, Léo Ferré, non. Non, merci. Mais Nino Ferrer, oui. Il y a des hommes qui sont ministres écrivains de livres érotiques. Oh putain, le renflement brun. Bon, on n'a pas le droit, c'est un PTSD pour Bantoche. C'est un peu son excepté au chalet une fois. Ah oui, le truc de... Ah oui, bah Antoine Daniel, hein. Ouais, Antoine Daniel, un peu le problème, hein, aussi. Alors lui, il a réussi un peu à s'affranchir de ça, mais les gens te poussent sans arrêt dans ces trucs en mode coup de coude, putain, coup de coude dans les dents là. The Same Picture,
Ah ouais, non, Léo Ferré, Nino Ferrer, pas du tout la même ambiance. Hein. Le lit quenouille, putain. Ah, t'as vu, putain. Bon, bah voilà. Donc, ça me garde l'oreille. C'est pour ça que c'est un truc réel, quoi. Et assez indépendant du sexisme, quoi. Mais j'ai mon cerveau qui se congestionne de minute en minute. C'est dur, hein. T'inquiète, c'est moi qui lis, donc voilà. Un autre facteur ayant restreint la participation des femmes noires à la production intellectuelle féministe était et est le manque de reconnaissance institutionnelle. Alors que nombre d'universitaires blanches actives dans les mouvements féministes intègrent un réseau de personnes partageant des ressources, des publications, des posts, les femmes noires restent souvent à l'écart. Ce fut particulièrement le cas pour des femmes noires produisant une littérature féministe n'ayant pas reçu un accueil critique favorable. Au tout début, les intellectuelles blanches se sentaient menacées par l'accent mis sur mon travail concernant la race et le racisme. Loin d'être reconnue ou valorisée, comme c'est désormais le cas, j'étais à l'époque considérée comme une menace pour le féminisme. Il était encore plus menaçant que j'ose prendre une posture féministe sur des questions autres que la couleur de la peau. Dans l'ensemble, les intellectuels noirs, déjà sérieusement marginalisés par le racisme et le sexisme institutionnalisé à l'université, ne furent jamais complètement convaincus qu'il était avantageux de déclarer publiquement leur engagement pour les politiques féministes, que ce soit pour des raisons de mobilité professionnelle ou pour des raisons de bien-être professionnel. Nombre d'entre nous comptèrent sur nos réseaux d'universitaires noirs masculins pour poursuivre nos carrières. Putain, c'est tragique quand même. Certaines d'entre nous ont toujours le sentiment que revendiquer une posture féministe aliénerait nos alliés. Voilà. Oui, les humoristes aussi, effectivement, hein, on a du mal. Ou alors on dit, oh là là, il fait son... Merde. C'est quoi le film de Coluche, là ? Son chat au pantin. Genre, moi, je pense que ça me donnerait envie de péter des câbles, quoi. Pour les hommes, ça passe aussi. Ça peut aussi se considérer que non, c'est un humoriste gentil et rigolo. Il peut pas être un agresseur sexuel. C'est vrai, ça, Spooky aussi. Hein. L'image qu'il donne devient effectivement une couverture en mode c'est complètement pas possible en fait. Tu vois bien. Il a fait une blague là-dessus. Il est gentil, il est machin, il est bah oui, bien sûr. Hein. Ouais. Oui, c'est-à-dire que je pense que du coup, les hommes auraient peut-être plus tendance à se servir de ça que les femmes, quoi. Les femmes se plaignent d'être limitées à ça, les hommes se disent « Oh, bah ça va. Moi, tant qu'on m'associe à ça et à rien d'autre... On est soit humoriste, soit agresseur, faut choisir. Hein. De toute façon, quand t'es agresseur, tu n'es que ça tout le temps. Donc, si t'as fait autre chose, bah non. Du coup, c'est-à-dire que il faut que ce soit écrit, il faut que tu l'aies dit. Enfin, même quand tu le dis, c'est pas... Bon, bref, c'est le merdier. Donc là, elle dit, ça la fout mal, en fait, en plus, pour des féministes, de devoir forcément être un peu à la botte d'hommes pour pouvoir continuer à bosser correctement. Malgré de nombreux facteurs décourageants pour les femmes noires voulant créer une théorie féministe, le système de récompense pour de tels travaux s'est récemment développé. Le travail de théorie féministe est désormais légitime à l'université. Les intellectuels noirs travaillant sur le genre sont plus nombreuses que jamais. Nous sommes de plus en plus à produire une littérature féministe. La critique littéraire se trouve à être le domaine où de nombreux universitaires noirs purent revendiquer une parole féministe. Beaucoup de critiques littéraires féministes réagirent au travail d'autrices noires de fiction qui exposaient des formes d'exploitation et d'oppression genrée dans la vie noire. Cette littérature reçut une attention sans précédent et en parler de façon critique n'était plus une prise de risque. Ces ouvrages parlaient de considérations féministes. Les femmes noires écrivant sur de telles considérations pouvaient souvent les aborder sans avoir à revendiquer une posture féministe. Plus que n'importe quelle œuvre de non-fiction écrite par des femmes noires, la fiction écrite par des autrices comme Alice Walker ou Ntozake... alors je sais pas si c'est Changué ou Change... Changué, je vais dire, je pense que ça sonne peut-être mieux. Servi de catalyseur, stimulant un débat critique féroce dans diverses communautés noires sur le genre et le féminisme. À l'époque, les écrits féministes de non-fiction étaient plus souvent ignorés par les publics noirs. Black Macho and the Myth of the Superwoman constituant une exception. Les universitaires blanches acceptaient en général que les femmes noires proposent une critique littéraire se concentrant sur le genre ou faisant référence au féminisme, mais elles voyaient toujours le domaine de la théorie féministe comme étant leur domaine critique. Sans surprise, le travail de critique littéraire noire reçut de l'attention
et parfois des éloges. Des universitaires noirs comme Hazel Carby, Hortense Pillers, Beverly Shefthall, Valerie Smith ou May Anderson adoptèrent une position féministe pour produire de la théorie littéraire. Malgré un corpus naissant de critiques littéraires par des femmes noires et depuis une posture féministe, les intellectuels noirs dirigèrent leur attention sur des questions de genre sans spécifiquement placer leur travail dans un contexte littéraire. Des historiennes comme Rosalind Terborg Penn, Deborah White ou Paula Giddings choisirent des projets critiques visant à restaurer une connaissance enfouie de l'expérience féminine noire. Leur travail, et celui de bien d'autres historiennes noires, étendit et continue d'étendre notre compréhension de la nature genrée de l'expérience noire, bien qu'elles ne mettent pas ouvertement en avant une relation sur la pensée féministe, une relation avec la pensée féministe. Un modèle similaire se développa dans d'autres disciplines. Cela signifie que nous avons une œuvre incroyable, construite autour de questions sur le genre intellectuel et féministe, mais qui ne se revendique pas comme féministe. Ouais, c'est toujours un peu froid, quoi. C'est toujours un peu genre oui, mais non, mais oui, mais bon. Le mouvement féministe contemporain créa sans aucun doute le cadre culturel nécessaire à la légitimation universitaire d'un savoir sur le genre. L'espoir serait que ce travail naîtrait toujours d'une posture féministe. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est là qu'on voit les gender studies. Et il y a plein de boomers français qui sont là en mode « Oui, mais regardez, les études de genre aux États-Unis, c'est pas possible, ils veulent flouter tous nos repères. » Alors que là, on voit que l'étude de genre, c'est justement notamment d'étudier les rapports de genre, notamment du patriarcat, etc., machin et tout. Parce que eux, je suis sûre qu'il y en a plein qui pensent que les gender studies, c'est de dire il n'y a pas de genre, il y a des xénogenres, les gens font ce qu'ils veulent, ils peuvent s'identifier à n'importe quoi. Je pense que dans leur tête, c'est ça, parce qu'ils savent pas ce que c'est, en fait. Et ils cherchent pas à savoir ce que c'est. Parce qu'ils savent bien, au fond, je pense que s'ils commencent à chercher à comprendre, bah, ils vont peut-être comprendre et se rendre compte qu'ils disent de la merde. Et comme, en fait, leur but, c'est vraiment surtout de dire de la merde et pas de réfléchir, du coup, God forbid, quoi. Inversement, les travaux sur le genre ne se basant pas sur une telle posture se situent dans une relation ambivalente et même problématique avec le féminisme. Par exemple, un bon exemple d'un tel travail est Ant I a Woman, ne suis-je pas une femme, de Deborah Gray White. Ah mais attends, parce que ça veut dire qu'il y a un autre livre, parce que elle, son livre aussi, Ne suis-je pas une femme. Ah ouais, il y a 2 livres qui s'appellent pareil, mais lui, il est sorti en 99. Non, d'abord écrit en 85. J'avais suivi des cours de gender studies axés sur le cinéma. C'était tellement intéressant, c'était mon préf de la semaine. Bah oui, tu m'étonnes, hein. Je comprends. La fac, c'est si loin. Oui, c'est mauvaise foi sur 20, c'est ça, Bantoche. En fait, on se rend bien compte que le but, là, c'est vraiment de dénigrer, quoi. Pas de comprendre. Mais oui, c'est hyper intéressant. Parce que c'est notamment là qu'on va pouvoir théoriser le male gaze et le female gaze à travers des gender studies. Mais les gens savent pas ça. Enfin, tu vois, c'est difficile parce que tant que tu t'y intéresses pas un peu, mais t'as l'impression que pour eux, s'informer, c'est concéder, quoi. C'est-à-dire, ils ont pas envie de reconnaître... Bon, déjà, de toute façon, toutes leurs sources d'informations sont nuls à chier et ne leur expliquent pas. Et ils se disent que s'ils accordent un peu de crédit à une source du camp opposé, ça y est, c'est bon, c'est fini, ils font trop de concessions. Enfin, t'as envie de dire, mais donc du coup, vous voulez pas comprendre, quoi. Ouais, c'est vachement cool à apprendre, c'est nécessaire, ça te permet d'avoir une lecture plus avancée, en fait, des œuvres que tu consommes, en fait, enfin, que tu apprécies. Parce que ça sera traduit dans le cinéma, mais évidemment dans toutes les autres œuvres aussi, quoi. C'est hyper intéressant, je trouve que ça offre une grille de lecture supplémentaire, enfin, c'est trop bien. Et tu peux en avoir rien à foutre. Mais dans ces cas-là, critique pas les gens qui cherchent à s'y intéresser, tu vois. Oh, c'est ok d'en avoir rien à foutre. Mais c'est pas ok de dire que les autres, c'est des menaces à l'institutionnalisation, de machin, des... oh, c'est bon, hein. Donc, un bon exemple d'un tel travail, c'est Ant I a Woman, de Deborah Gray White, publié après mon livre. Ah voilà, après mon livre, cet ouvrage, intentionnellement ou pas, il refléta mon souci de repenser la position des Noirs sous l'esclavage.
White ne fait aucune référence à mon travail. Un élément important seulement parce qu'il coexiste avec l'absence de toute référence aux politiques féministes. Putain, c'est bizarre, elle a appelé son bouquin pareil. Ah oh, j'aurais trouvé ça bizarre. Hein. En effet, on peut lire le travail de White comme une correction de la production universitaire non traditionnelle et interdisciplinaire, encadrant l'étude des femmes dans un contexte féministe. Elle présente son ouvrage comme constituant une littérature politiquement neutre. Bah, politiquement neutre, c'est compliqué. Et pourtant, l'absence de posture ou de référence féministe sert précisément à délégitimer et à invalider un tel travail, même lorsqu'il s'approprie les considérations et le public que le mouvement et le savoir féministe créent. Étant donné que très peu de travail universitaire, factuel et solide documente notre histoire, le travail de White devient une contribution cruciale, même alors qu'il expose la relation ambiguë de bien des universitaires noirs avec la pensée féministe. Lorsque cette ambiguïté convergea avec l'antiféminisme flagrant caractéristique à bien des penseurs noirs, il n'y eut pas de climat positif pour que les intellectuels noirs épousent collectivement et soutiennent la production d'œuvres féministes. Bien que certains intellectuels noirs s'attachent toujours à ce travail, et que de plus en plus de diplômés osent situer leurs écrits dans un contexte féministe, le manque de soutien collectif a provoqué une impossibilité à créer une éducation à la conscience critique qui apprendrait aux Noirs, ne le sachant pas, à quel point il est important d'examiner la vie noire depuis une posture féministe. Le retour de bâton antiféministe actuel dans la culture dans son ensemble sape le soutien à une pensée féministe. Puisque le savoir féministe noir a toujours été marginalisé à l'université, existant en marge de l'hégémonie universitaire existante et du féminisme grand public, ceux d'entre nous qui jugeons de tels travaux comme cruciaux à toute discussion non biaisée de l'expérience noire doivent redoubler d'efforts pour rééduquer à la conscience critique. Ces intellectuels noirs ayant commencé à travailler sur les questions de genre, tout en étant ambivalentes quant aux politiques féministes, et qui maintenant développent à la fois leur conscience et leur engagement, doivent être disposés à discuter publiquement les changements de leur façon de penser. Donc là, en fait, en gros, elle dit de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a... Bah là, en plus, là, c'est pas la première fois qu'elle l'évoque dans le bouquin, mais un espèce donc d'antiféminisme qui revient. Bon, nous, on le vit aussi, hein, finalement. Tout ça, c'est cyclique. Est-ce que ça a vraiment cessé d'exister à un moment? Je ne sais pas. Et elle dit, bah, du coup, ça veut dire que vraiment, concrètement, il y a un lever de bouclier, donc on doit de plus en plus visibiliser notre pensée. Moi, je pense que c'est nous aussi, de notre côté ici, un effort à faire aussi. C'est-à-dire que c'est important de visibiliser nos positions et nos réflexions, parce que c'est ça qui entraîne aussi des réflexions ailleurs, quoi. C'est qu'on peut pas s'attendre à ce que les gens, naturellement, se disent « Ah ouais, c'est intéressant, tiens ». C'est bon, enfin là, en l'occurrence, tu vois, lire ce bouquin, il participe aussi, quoi. Donc ça, c'était la fin. Je suis désolée, Vanny, j'ai pas fait la... C'était la fin du chapitre 9. On enchaîne directement avec le chapitre 10, qui est beaucoup plus long. Mais bon, c'est une interview. S'il faut, je couperai en deux. Parce que là, on a dit qu'il y avait combien de chapitres? Ah bah ouais, c'est là on arrive un peu à la fin, en fait, hein. On arrive un peu à la fin. On n'est pas encore au chapitre sur l'érotisme. Le chapitre sur l'érotisme, c'est vraiment le dernier, quoi. Enfin, c'est l'avant-dernier. Ça sera pas pour ce soir. Désolé. Coucou Yageline. Donc, chapitre 10, construire une communauté enseignante, une conversation. Conversation. Ouais, je suis désolée, Tipou. Je sais que tu l'attends. Ah vraiment, parce que je rappelle que c'est un peu le running gag depuis le début quand on a lu tous les chapitres. L'avant-dernier chapitre s'appelle érotisme et processus pédagogique. Et vraiment, je lis pas assez vite. Ça, j'ai pas les yeux qui se croisent assez. Et vraiment, érotisme, enfin bref, érotisme et pédagogie, le edging de Tipout, vraiment. Donc, chapitre 10, construire une communauté enseignante, une conversation. Dans l'introduction à leur recueil d'essais, Henri Giroux et Peter McLaren insistent sur un point. Les penseuses critiques travaillant sur les questions de pédagogie et engagées dans les études culturelles doivent combiner la théorie et la pratique afin d'affirmer et de démontrer des pratiques pédagogiques cherchant à créer une nouvelle langue, à casser les frontières disciplinaires,
à décentrer l'autorité, à réécrire des zones frontières institutionnelles et discursives au sein desquelles les politiques deviennent une condition de réaffirmation de la relation entre la capacité d'action, de pouvoir et de lutte. Avec un tel objectif, il est crucial que les penseuses critiques qui veulent changer leurs pratiques d'enseignement se parlent entre elles, collaborent dans une discussion qui traverse les frontières et ménagent un espace d'intervention. Et ça, c'est hyper important, effectivement. C'est ce qu'elle développe vraiment depuis le début, donc on revient vraiment au centre du truc, quoi. C'est à la mode ces jours-ci, alors que les différences sont un sujet de prédilection dans les milieux progressistes, de parler d'hybridité, de traverser les frontières. Mais il n'y a pas d'exemple en réalité d'individus occupant des postes différents dans les structures, partageant des idées avec les uns et les autres, cartographiant les terrains du commun, de connexion et de préoccupation communes avec les pratiques d'enseignement. Engager la conversation est l'une des manières les plus simples de commencer en tant qu'enseignante, intellectuelle et penseuse critique, de traverser les frontières, les barrières qui peuvent ou pas avoir été érigées par la race, le genre, la classe, le statut professionnel, et un ensemble d'autres différences. J'ai eu une première conversation collaborative avec Cornel West. Cornel West... C'est Cornel West ? Non, mais non, d'accord, ok. Voilà. Faut que je prépare mes cours du 2e semestre. T'as toujours pas d'élèves, c'est vrai ? Ouais, mais ils sont crevés. Hein. Je pense que c'est ça, en vrai. Hein. Ils ont c'est trop le merdier, quoi. Je participais ensuite à un échange critique très stimulant avec la critique littéraire Mary Children, publié dans Conflicts in Feminism. Le premier dialogue avait pour le but de servir le modèle à un échange critique entre hommes et femmes ainsi qu'entre intellectuels noirs. Le second voulait montrer que la solidarité peut exister et existe entre certaines penseuses féministes progressistes noires et blanches. Dans les deux cas, il y avait beaucoup plus de représentation publique des divisions entre ces groupes qu'une description où l'accent était mis sur ces moments puissants où les limites sont franchies, où les différences sont confrontées, où les discussions ont lieu et où la solidarité émerge. Nous avons besoin de contre-exemples concrets qui viendraient troubler la supposition apparemment fixée, et pourtant souvent implicite, qu'il est peu probable que les personnes choisissent de passer ces frontières. Sans ces contre-exemples, j'avais l'impression que nous risquions toujours de perdre contact et même de créer des conditions rendant le contact impossible. Ah oui, donc carrément d'empêcher... vraiment d'empêcher la communication, quoi. Je devins ainsi convaincue que les dialogues publics pouvaient constituer des interventions utiles. Bah voilà, c'est vraiment l'intérêt de visibiliser les discussions, quoi. J'espère avoir enfin des élèves dans mon cours si je parle d'érotisme. Je pense qu'il faut changer, effectivement. Ouais. Bah, peut-être le film de Mira Nahir sur le Kama Sutra, là. Moi, je pose des suggestions ici. Faut que je pense au film du débrief, putain. En commençant ce recueil d'essais, j'étais particulièrement intéressée par le fait de remettre en question l'hypothèse qu'il était impossible d'établir un point de connexion ou de camaraderie entre les intellectuels blancs, souvent vus à tort ou à raison comme l'incarnation du pouvoir ou de la hiérarchie oppressive, et des groupes marginalisés, femmes de toute race ou ethnicité, hommes racisés. Intéressant. Ces dernières années, beaucoup d'intellectuels blancs ont abordé de façon critique mes écrits. Je suis troublée que cet intérêt ait pu être vu comme suspect, ou comme un acte d'appropriation cherchant à remplir des objectifs opportunistes. Si nous voulons vraiment créer un climat culturel où les billets peuvent être remis en cause et changés, tous les projets visant à traverser les frontières doivent être perçus comme valides et légitimes. Cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas être soumis à la critique ou à l'interrogation critique, ou qu'il n'y aura pas d'occasion, ou lorsque les puissants... Attendez, je suis en train de me niquer le cou, en fait. Ils pourront pas prendre des notes avec les mains sous le bureau. Putain, Vanny. Au secours. J'imagine vraiment le cours ultra glauque, quoi. Donc cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas être soumis à la critique, ça j'ai lu. Le risque est, en fin de compte, moins menaçant qu'un attachement continu au système existant et un soutien aux 10 systèmes de domination, particulièrement lorsqu'ils affectent notre enseignement, comment nous enseignons et ce que nous enseignons. Pour fournir un modèle de possibilité, je choisis de conduire un dialogue avec Ron Scapp, un philosophe blanc,
camarade et ami. Nota le philosophe blanc. Jusque récemment, il enseignait au département de philosophie du Queen's College, était directeur de la classe préparatoire de la faculté des sciences de l'éducation et l'auteur d'un manuscrit intitulé A Question of Voice, The Search of Legitimacy. Une question de voix, la quête de légitimité. Ils prennent jamais de notes. Ah, merde. Vraiment... En même temps, est-ce que c'est prévu pour ou est-ce que c'est juste... Parce que tu fais pas de devoir à la fin, quoi. Je me dis. Donc c'est peut-être ça aussi qui motive l'absence de prise de notes. À l'heure actuelle, il dirige le programme de second cycle d'éducation urbaine multiethnique au collège Mount St. Vincent. Je rencontrai Ron pour la première fois quand je vins à Queen's College avec 12 étudiantes à la suite de mon séminaire sur Toni Morrison à Oberlin. Nous nous rendions à une conférence sur Toni Morrison où elle intervenait et où je donnais également une présentation. Ma perspective critique de son travail, particulièrement à propos de Beloved, ne fut pas reçue positivement. Alors que je quittais la conférence entourée d'étudiantes, Ron me rejoignit pour partager ses réponses à mes idées. Ce fut le début d'un échange critique intense sur l'enseignement, l'écriture, les idées et la vie. Je voulais inclure ce dialogue car nous évoluons dans des environnements différents. Bien que Ron soit blanc et un homme, deux statuts spécifiques de pouvoir et de privilèges, un énorme connard. Vous avez des syllabus ? Des syllabus ? C'est quoi ? Ils ont une photocopie à l'ancienne avec tout dessus. Oh, un petit polycopier. Ah putain, polycopier, j'adore. Un résumé. Ok. Putain, syllabus. Je connais le mot, mais je savais pas ce que ça voulait dire. En fait, je me rends compte. Génial. J'adore. Ok, c'est des résumés de cours reliés en livre. Wow. Putain, j'ai appris un nouveau mot. Donc, bien que Ron soit blanc et un homme, j'ai principalement enseigné dans des institutions... Attends. Ah oui, d'accord, ok, pardon, c'est pas fini. Je voyais pas pourquoi d'un coup elle parlait d'elle. J'ai principalement enseigné dans des institutions privées, jugées plus prestigieuses que les universités publiques, où nous enseignons désormais toutes les deux, à rang plus élevé, avec davantage de prestige. Ok, donc elle flex en fait. Elle flex, elle dit moi je suis plus balèze que lui, donc du coup ça va. Ok, c'est un homme blanc, mais j'ai plus de prestige, du coup c'est ok. Elle flex de ouf. Elle lui, ça va, c'est un homme blanc, mais je le vois pas comme une menace en fait, parce que j'ai un plus gros cerveau, donc. Franchement, good for her. Nous venons tous les deux de milieux ouvriers. Il a ses racines en ville. J'ai les miennes dans la campagne états-unienne. Comprendre et apprécier nos différentes situations fut un cadre nécessaire à la construction de la solidarité professionnelle et politique entre nous, ainsi qu'à la création d'un espace de confiance émotionnelle où l'intimité et le respect mutuel pouvaient être nourris. C'est un homme blanc, mais particulièrement nul. Il est teubé. Franchement, voilà, il est gentil, Ron. Mais il est un peu con. Du coup, ça va. Non, mais c'est cool parce que, en vrai, en plus, je trouve ça intéressant d'intégrer une discussion avec un homme blanc. Philosophe, qui plus est, quoi. Faire respect mutuel, mais tu le prends quand même gavé de haut. C'est vraiment ça, quoi. J'ai principalement enseigné dans des institutions privées à rang plus élevé. Au fil des années, Ron et moi eurent de nombreuses discussions sur notre rôle de penseuse critique, d'enseignante à l'université. Comme j'ai dû affronter des critiques sur mon travail qu'on ne considérait pas intellectuel ou assez intellectuel, Ron a dû faire face à des commentaires se demandant s'il faisait de la vraie philosophie, particulièrement quand il se base sur mon travail et celui d'autres penseuses n'ayant aucune formation traditionnelle en philosophie. Ah, intéressant. Nous sommes tous deux passionnés dévoués à l'enseignement. Notre souci partagé pour que le rôle de l'enseignante ne soit pas dévalorisé fut le point de départ de cette conversation. Nous espérons que celle-ci mènera à de nombreuses autres conversations, qu'elle montrera que les hommes blancs peuvent changer.
échange comment il pense et enseigne. Étudions l'homme blanc de plus près. Qu'elle montrera que donc, les hommes blancs peuvent changer, échangent comment ils pensent et enseignent, et qu'interagir au-delà de nos différences peut être significatif et enrichir nos pratiques enseignantes, notre travail intellectuel et nos façons d'être dans et en dehors de l'université. Donc là, c'est Bell Hooks qui parle. Ron, parlons d'abord de comment nous nous voyons en tant qu'enseignante. Une des manières dont cet ouvrage m'a fait penser à mon processus d'enseignement est que je pense que la manière dont je donne mes cours est fondamentalement structurée par le fait que je n'ai jamais voulu être universitaire. Et donc, je n'ai jamais eu le fantasme d'être enseignante avant d'être en cours. Je crois que ça a été significatif car cela m'a libérée et j'ai pu ressentir qu'enseignante est quelque chose que je suis devenue par rapport à une identité déjà structurée que j'aurais apportée avec moi dans la classe. Ça, c'est intéressant, hein. Est-ce que l'homme blanc se reconnaît dans un miroir ? Est-ce qu'il arrive à retrouver la nourriture si on la cache sous un mouchoir ? Voilà, c'est ça exactement, tu vois. Est-ce qu'il essaye d'attraper sa propre queue ? Est-ce qu'il pense à se mettre au chaud quand il a froid ? Est-ce qu'il attend qu'on lui apporte une solution ? Est-ce qu'il arrive à chasser lui-même ? Est-ce que... c'est compliqué, hein ? J'ai dit que, Vanny, ouais. Lol. Et PTDR. Est-ce qu'on peut lui apprendre à reconnaître des mots ? C'est ça, exactement. Vraiment. Moi, je pense pas mettre au chaud quand j'ai froid. Attention, Bluehead. Là, t'es au niveau de Ron, quoi. C'était rigolo. J'ai bien aimé. Donc, qu'est-ce qui répond Ron ? Et de la même manière, peut-être un peu différente, ce n'est pas tant que je n'ai jamais voulu être enseignant, mais j'y ai jamais pensé. Il copie. Ah, tu vois, c'est par mimétisme, en fait. Il se dit, elle a l'air intelligente, je vais dire comme elle. Toute ma vie se passait plutôt en dehors de la salle de cours. Beaucoup de mes amis n'ont pas fini leur cycle universitaire. Certains n'ont même pas fini le lycée. Donc on ne voyait pas l'école comme une voie professionnelle. Je pense que tu ne voulais pas être enseignant, car tu ne voulais pas être cette... Attends. Et je pense que tu ne voulais pas être enseignant, car tu ne voulais pas cette identification professionnelle en tant que telle. Je n'y avais jamais même pensé. Parce que c'est écrit au masculin, alors est-ce que... bon, je sais pas à qui il parle. Si c'est un tu généraliste, enfin, je sais pas trop. Mais comme tu l'as dit, je n'y ai pas pensé non plus. Je veux dire, en tant que jeune femme noire du Sud ségrégée, je pensais, et mes parents pensaient, que je reviendrais dans ce milieu et que j'y serais enseignante à l'école publique. Mais ça ne m'est jamais venu à l'esprit que je pourrais être professeure d'université. Parce qu'à dire vrai, nous ne connaissons aucune femme noire professeure d'université. Alors il y a aussi cette question de représentation, ouais. De la même façon, mes parents, d'un milieu ouvrier, voyaient l'éducation comme un moyen et non comme une fin. Et donc on recevait une éducation à l'université pour devenir avocat ou médecin. Pour eux, c'était un moyen de changer un statut économique, à transfuge de classe. Ce n'était pas juste un métier. On recevait une éducation pour gagner de l'argent, de quoi vivre et fonder une famille. Alors ça, c'est ce dont elle parlait pour cette éducation bancaire, en fait. C'est vraiment l'éducation, le savoir qu'on emmagasine, pour l'échanger ensuite, après, contre un bon salaire, une position, etc. Depuis combien de temps enseignes-tu ? J'ai commencé à LaGuardia Community College quand je suis sortie du Queen's College en 1979. J'étais dans le département des cours de rattrapage des compétences de base. Je faisais du rattrapage de la lecture et de l'anglais. Puis tu as obtenu ton doctorat de philosophie ? Oui, j'ai donc enseigné pendant mes études de 3e cycle. Depuis 1979, j'enseigne à plein temps ou à temps partiel. Ça fait quoi, 14 ans ? J'enseigne depuis l'âge de 21 ans. En 2e cycle, je donnais mes propres cours en utilisant la littérature afro-américaine et des trucs sur les femmes afro-américaines, juste parce que ça m'intéressait et qu'il y avait des étudiantes intéressées. Mais j'ai mis du temps à obtenir mon doctorat, quand bien même j'enseignais déjà. Je pense avoir passé les 20 dernières années dans une salle de classe. C'est intéressant que nous nous soyons rencontrés quand j'ai emmené mes étudiantes de Berlin à Queens pour une conférence. Je pense que nous nous sommes en partie rejointes sur une préoccupation illustrée dans ma présentation, non seulement sur le travail de recherche en classe, mais aussi sur comment ce travail universitaire nous affecte en dehors de la salle des cours. Nous avons passé des années depuis notre rencontre à parler de pédagogie et d'enseignement. Une des choses qui nous a connectés, c'est que nous avons un vrai souci pour l'éducation comme pratique libératrice et pour les stratégies pédagogiques comme quelque chose ne concernant pas que nos étudiantes, mais nous aussi. Attends, ah mais là, il y a une page qui est collée, ok.
Absolument, c'est aussi une bonne façon de décrire et de comprendre comment je suis devenue, en fait, de plus en plus à l'aise avec le rôle de l'enseignant. Je voudrais revenir en quelque sorte à l'idée que ce fut mon désengagement de la notion d'enseignante ou d'universitaire comme identité, ce qui m'a, je pense, poussée à vouloir davantage interroger ce rôle. Ah oui, je pense qu'il y a moins d'enjeux, c'est-à-dire que comme elle voit pas ça comme une position de force, et parce que je pense qu'il y a plein de gens qui veulent être profs pour justement cette idée de domination, quoi, en mode moi je sais mieux et tout. Alors c'est étudiant. Alors oui, c'est vrai que je le dis pas, je l'ai précisé sur les lives précédents, mais c'est étudiant, c'est en inclusif. C'est pas des classes entièrement féminines systématiquement. Non, 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 non. Non, non, et c'est vrai que je devrais le préciser, mais en fait, juste dire à chaque fois étudiant, étudiante, c'est ultra long. C'est ultra chiant, mais on l'a statué la dernière fois. C'est hyper bien, c'est hyper important l'écriture inclusive. À l'oral, c'est quand même un merdier sans fond en français. C'est très chiant. C'est très très lourd. À lire dans la tête, à lire dans la tête, c'est pas un souci. À l'oral, ça me semble un peu trop génial. Je sais pas si c'est vraiment trop génial d'envisager des classes non mixtes. Enfin, je sais pas si ce serait particulièrement désirable. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt cool d'envisager justement que il y ait aussi des hommes qui s'intéressent à ces sujets-là, quoi. Enfin, je pense qu'en plus, sur le sujet, elle a justement... Enfin, sur la question de l'intersectionnalité et du genre, je pense qu'elle vise plutôt justement à ce que ces cours soient surtout pas non mixtes, quoi. Parce que ça concerne effectivement tout le monde et c'est effectivement ce qu'elle développe aussi sur la question justement de à quel point on n'a pas envisagé que au sein des relations interpersonnelles noires il y ait des problèmes de genre, quoi. Dans le sens où il y a tellement de femmes qui ont accès à l'université. Ouais, après je pense qu'à cette époque-là, 90, c'est déjà un peu... c'est déjà quand même un peu mieux de ce côté-là, quoi. Je pense... Après, de temps en temps, elle précise quand c'est que des étudiantes, parce qu'il y a quand même certains trucs qu'elle précise en non-mixité. Mais ouais, je pense que... En fait, son but, c'est ça. Notamment quand elle dit que ses écrits sont pas beaucoup reconnus à l'université, mais que, par exemple, elle reçoit des lettres de détenus dans les prisons qui lui disent j'ai lu votre bouquin, ça m'a remis un peu en question ma propre toxicité et tout machin. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà. Alors, donc peut-être que si nous nous intéressons à la manière dont je définis vraiment mon identité, le plus souvent comme autrice, je suis dans ce cas beaucoup moins souple quand il s'agit d'imaginer ma pratique que quand je me considère comme enseignante. Je pense avoir bénéficié énormément de ne pas m'être accrochée à une vision de moi en universitaire ou enseignante. Cela m'a rendue disposée à être critique de ma propre pédagogie et à accepter les critiques de mes étudiantes. Alors là, du coup, encore une fois, c'est inclusif, effectivement. Et d'autres gens, sans avoir l'impression que remettre en question comment j'enseigne remet en question mon droit à exister sur cette planète. Ok, elle détache ça vraiment, mais elle en fait pas une affaire personnelle, quoi. Je pense qu'une des choses qui empêche beaucoup d'enseignantes, et là encore c'est pareil, c'est en inclusif, je pense que je préciserai du coup quand c'est neutre, enfin quand c'est... Comment je pourrais préciser sans que ça coupe la lecture. En fait c'est ça le problème, c'est que sinon ça coupe la lecture et c'est un peu relou. Mais moi j'ai décidé que je mettais tout au féminin neutre. Voilà, parce que je suis comme ça. Tu clignes de l'œil. Vous avez pensé que je fais un AVC. Je pense qu'une des choses qui empêche beaucoup d'enseignantes d'interroger leur propre pratique pédagogique est la peur que ceci est mon identité et je ne peux pas la remettre en question. Je suis très d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec ça, mais ça ne vaut pas effectivement que pour l'enseignement. C'est que c'est vraiment intéressant sur plein d'autres choses, quoi. Nous avons discuté... Alors là, c'est Ron qui parle. Nous avons discuté de direction professorale. C'est peut-être une drôle d'expression. Comme d'une tentative de répondre à une vocation.
Nous avons parlé de la différence entre le titre de professeur et d'enseignante à l'université, ou même d'enseignante tout court, comme une simple passerelle professionnelle, comme avocat ou médecin. Un terme qui, dans nos communautés ouvrières, apporte du prestige ou une raison d'être à ce que nous sommes déjà. Mais en tant qu'enseignant, je crois que l'accent a été mis au cours des années à affirmer qui nous sommes dans notre interaction avec d'autres, dans la salle de classe, et à y accomplir quelque chose. Pas juste relayer des informations ou affirmer des choses, mais travailler avec des gens. Nous parlions un peu plus tôt de la manière dont nous habitons physiquement cet espace, alors que nous venons d'une communauté extérieure. C'est ce que je me disais, Violette, mais ça coupe quand même effectivement un peu la lecture, quoi. C'est ça qui m'embête. Au sein d'une phrase, ça me pousse à préciser et à reprendre. Du coup, c'est un peu ça qui est chiant, quoi. Parce que j'essaye de faire en sorte que ce soit fluide. Mais bon, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Une des choses que je te disais, c'est qu'en tant que femme noire, j'ai toujours eu une conscience aiguë de la présence de mon corps dans des environnements qui, en fait, nous invitent à une séparation esprit-corps si profonde que, dans un sens, on est presque toujours en porte-à-faux avec la structure existante. Est-ce que ce soit... Ah oui, et que ce soit en tant que femme noire étudiante ou enseignante. Or, si on veut rester, on doit en quelque sorte se souvenir de soi-même. Car se souvenir de soi revient à se voir comme un corps dans un système qui n'est pas habitué ni à notre présence, ni à notre matérialité. Je suis également, en tant qu'enseignant blanc dans la trentaine, profondément conscient de ma présence dans la salle de cours, étant donné l'histoire du corps masculin et du corps de l'homme enseignant. Je dois rester sensible et critique de ma présence dans l'histoire qui m'a conduit ici. Et pourtant, cela est compliqué par le fait que toi et moi sommes tous deux sensibles à, et peut-être même suspicieux vis-à-vis d'eux, celles et ceux qui semblent vouloir se retirer d'une conscience réelle, peut-être radicale, du corps pour devenir une séparation esprit-corps très conservatrice. Voilà, c'est... Attendez, cette phrase est compliquée. Je vais la relire sans les apartés. Cela est compliqué par le fait que toi et moi sommes tous les deux sensibles à celles et ceux qui semblent vouloir se retirer d'une conscience réelle, peut-être radicale du corps, pour revenir à une séparation esprit-corps très conservatrice. Certains collègues se cachent derrière cela, pas par respect ou égard, mais par peur. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase ? Putain, Ron, il est en train d'essayer de... Il donne tout, là. Il veut avoir l'air intelligent, mais... Attends... Celles et ceux qui semblent vouloir se retirer d'une conscience réelle. Conscience réelle du corps. Pour venir à une séparation esprit-corps. Ah oui, si. Alors si, je crois que j'ai compris. C'est qu'en fait, en gros, t'as... Si. Donc du coup, il dit que Belle et lui sont suspicieux des gens qui... Mon cerveau est parti butiner. Si, c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est ça, en fait, Bantoche. En tout cas, qui ne veulent pas prendre en considération leur position, là, en l'occurrence, par exemple, d'homme. C'est-à-dire, le fait que tu aies un ascendant en tant qu'homme sur une femme qui se multiplie par le fait que tu sois en position de domination quand t'es prof en plus, quoi. Et que tu dois donc faire attention à ça. Je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que lui, il dit, tu vois, justement... je suis profondément conscient de ma présence dans la salle de cours, en tant qu'homme dans la trentaine, blanc, machin, etc. Et donc, il dit qu'ils sont tous les deux suspicieux de ceux qui veulent justement faire une distinction totale en disant moi, je ne suis qu'un corps éthéré qui représente le professeur, mais je n'ai pas de réalité matérielle dans la salle de cours, quoi. Et je pense que c'est ça. Si. Se retirer d'une conscience réelle du corps. Je pense que c'est ça, en fait. On va voir ce qu'elle va répondre pour voir si elle confirme. Et c'est intéressant que ce soit dans ces espaces privés où a lieu le harcèlement sexuel, dans les bureaux ou autres espaces similaires, qu'on fait l'expérience de la revanche du réprimé. Nous avons parlé de Michel Foucault. Putain, mais il est partout. Détaché du matérialisme, on va dire physique, ça permet d'oublier de manière... Ah oui, convenient, oui, d'accord. Attends, je connais pas ce mot, mais oui, ça y est, ouais. Mais c'est ça, en fait, ouais, pratique. Non, mais...
Être trop bilingue, Kat. Convenient. Non, mais c'est... je l'avais. C'est juste que du coup, dans le flow de la phrase, j'étais là. Hein. Mais je pense qu'en fait, c'est ça. Hein. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment spécifiquement en tant que position de prof, quoi. Voilà, donc c'est intéressant. Nous avons parlé de Michel Foucault comme de quelqu'un semblant, en théorie, mettre en cause les oppositions binaires et simplistes, ainsi que la division esprit-corps. Mais dans sa pratique d'enseignant, il séparait clairement l'espace qu'il occupait comme intellectuel militant, où non seulement il se voyait lui-même comme penseur critique, mais où on le voyait comme penseur critique, et l'espace où il était corps. Il est clair que l'espace de la culture avec un grand C était celui où il existait par l'esprit, et la rue et la culture de rue, la culture populaire marginalisée, où il pouvait s'exprimer le plus avec son corps. Je suis bilingue aussi, Kat. Nous sommes tous bilingues ici, hein, bien sûr, mais c'est juste que des fois mon cerveau switche pas. Je me disais, est-ce qu'il y a une faute ou est-ce que c'est juste... voilà, bon bref. On l'a cité en disant que là où il se sentait le plus libre, c'était dans les bains de San Francisco. Putain, Michel Foucault dans les bains de San Francisco ? On dirait... Merci Calafinel pour ton 23e mois, merci beaucoup. Je ne suis pas un homme blanc dans sa quarantaine, mais un pur esprit de viewer. C'est beau. C'est incroyable. Bah, c'est exactement ça, en fait. Un esprit éthéré. Elle confond avec Maxime Le Forestier. Mais attends, bah, on dirait Claire Chazal en maillot de bain ou je sais pas quoi, là. C'est Michel Foucault dans les bains de San Francisco. On dirait une comptine d'enfants. C'est quoi ? Dans le journal de Claire Chazal... Bon, bref. J'arrête, j'enchaîne. Dans ses écrits, ce dualisme et cette division n'apparaissent peut-être pas tant, mais pour autant que je sache, n'ayant jamais assisté à l'un de ses cours, il prenait la position d'intellectuel français traditionnel très au sérieux. Oui, mais en fait, c'est ça, du coup. Et c'est, du coup, vu sa position et la façon dont il la défendait, ben, ça montre bien que c'est normal qu'on soit choqué qu'il se sente libre dans les bains de San Francisco, parce que Michel Foucault, c'est pas là qu'on l'imagine, quoi. Putain, en fait, on est pile dans le sujet, là. Incroyable. De l'intellectuel homme blanc français traditionnel. C'est important de le préciser parce que nous ne pouvons même pas nommer d'intellectuels noirs comme ça. Même si on sait qu'ils existent, comme le reste de l'Europe, la France n'est plus blanche. Je pense qu'un des malaises qu'on n'évoque pas autour des manières dont la race et le genre, la classe et la pratique sexuelle ont perturbé l'université est précisément cette remise en question de la division esprit-corps. Une fois qu'on commence à parler en cours du corps et de comment nous vivons dans nos corps, nous défions automatiquement la manière dont le pouvoir s'est orchestré dans cet espace institutionnalisé en particulier. Ah, mais du coup, c'est peut-être là qu'on va arriver à l'érotisme. Enfin, plus loin, quoi, mais je vois. Je me souviens en premier cycle d'enseignement qui portait toujours la même... en premier cycle d'enseignant qui portait toujours la même veste en tweed ou la même chemise froissée ou autre. Mais nous savions tous... Mais nous savions tous faire semblant. Je me souviens en premier cycle d'enseignants qui portaient toujours la même veste en tweed ou la même chemise froissée ou autre. Mais nous savions tous faire semblant. Mais faire semblant de quoi ? On n'aurait jamais commenté leur apparence parce que ça aurait été un signe de lacune intellectuelle. Le principe était que nous devions tous respecter le fait qu'ils étaient là pour être des esprits non des corps. Il est vraiment phénoménal et il mériterait d'être dans le journal de Claire Chazal, auquel elle n'est pas en maillot de bain, quoi. Ok. Je vais dire demain à mon daron que le monsieur du poster dans son bureau, elle est au bain à San Francisco. S'il te plaît, Marelle, please do. Se faire semblant qu'elle était pas froissée ou qu'il avait qu'une veste. J'arrive pas à comprendre trop la phrase, là, j'avoue, putain. Oh, jusqu'à présent, tout était limpide, mais... Voilà. J'ai confondu avec la maîtresse en maillot de bain. J'ai mis Claire Chazal en slip. Je suis désolée. Jugez pas les kinks, c'est bon. Certaines penseuses féministes, et là c'est spécifiquement au féminin, et les deux noms qui me viennent à l'esprit sont, de manière intéressante, des spécialistes de Lacan, Jane Gallo et Shoshana Fellman, ont essayé d'écrire sur la présence de l'enseignant... En slip, Claire. En slip. Sur la présence de l'enseignante comme corps dans la classe. La présence de l'enseignante
Là encore, alors putain, c'est Laurent Delahousse en slip. Là c'est inclusif. Putain, je vais me confondre. Non, là en plus on arrive dans des trucs qui sont un peu touffus. Alors si je dois préciser à chaque fois, démerdez-vous, je mets tout au féminin et puis vous, ok ? Allez, tant pis. On essaie d'écrire sur la présence de l'enseignante comme corps dans la classe, la présence de l'enseignante qui a un effet total sur le développement de l'étudiante, pas juste un effet intellectuel, mais un effet sur la façon dont cette jeune personne perçoit la réalité en dehors des cours. Ron répond. Ce sont toutes ces choses qui pèsent lourdement sur quiconque prend sérieusement l'histoire du corpus de connaissances personnifiées par l'enseignante. Nous parlions de comment, d'une certaine façon, notre travail amène notre soi, notre corps dans la classe. La manière traditionnelle d'être en cours est celle d'une enseignante derrière un bureau ou debout devant, immobile. Bizarrement, cela rappelle le corpus fixé, immobilisé des connaissances, le caractère immuable de la vérité elle-même. Donc peu importe que les habits de quelqu'un soient tachés, que son pantalon ne soit pas ajusté, que sa chemise soit débraillée, tant que l'esprit fonctionne élégamment et avec éloquence, c'est ce qu'on doit apprécier. Ouais, on est dissipé pendant que Dolly affronte Foucault en maillot de bain. Putain, mais peut-être qu'il était à poil en plus, on sait pas quoi, les bains de San Francisco, voilà quoi. Je pense que c'est vraiment aussi lié au fait que, pendant longtemps, les savoirs universitaires ont été très hors sol et donc éloignés de conséquences sociales de leur application pratique. Bah alors, éloignés, mais à se couper volontairement aussi, vu ce qu'elle dit dans la première partie du bouquin, quoi. On est ce genre de réflexion à la base de la création du modèle de notre école, parce qu'ils pensaient que c'était cette division qui a amené au fait que les mecs fassent de l'armement sans réfléchir à leur impact. Bah ouais. Mais je pense qu'il y a une volonté vraiment de se mettre en marge, tu vois, du truc en disant « nous, on est au-dessus ». Et elle le dit à travers le fait que ses écrits étaient boycottés par le fait que c'était pas suffisamment intello, en fait, en gros. Et que du coup, même les gens qui citaient son travail étaient mis au banc. Notre conception romantique de l'enseignante est tellement liée à celle d'un esprit transitoire, d'un esprit qui, dans une certaine mesure, est toujours à l'opposé du corps. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles tout le monde dans ce milieu, et les étudiantes en général, ont tendance à voir les enseignantes comme des gens qui ne travaillent pas... Ah bon ? Moi, j'aurais dit que c'était plus des gens qu'on envisage qui ne vivent pas. Qui font juste... tu sais, comme quand tu vois tes profs qui font les courses. Tu te dis quoi ? Ils mangent ? Ils vont au cinéma ? Ils ont des enfants ? C'est dégueulasse. Bah, c'est un peu plus ça, quoi. Sévérance, en fait, mais vraiment. Mais le prof est juste le prof. C'est ça. Et en dehors, bah, c'est plus lui, quoi. C'est pas vraiment... Comme si c'était pas sérieux, en plus. C'est ça que je trouve trop bizarre. C'est quand tu vois tes profs faire d'autres trucs, c'est pas sérieux. Genre, mais comment ça, vous faites les courses ? Mais ça n'a aucun sens. Enfin, vous mangez comme un animal ? Enfin, monsieur Berthaud, ça n'a aucun sens. Monsieur Berthaud, vous mangez des chips ? Mais vous êtes un sauvage. Ils lisent Télérama, mais ils ont pas de télé. Le jour où j'ai croisé mon prof de philo du lycée faire son footing en forêt, genre, mais qu'est-ce qui se passe ? En plus, comme s'il allait te faire une interro de surprise, tu sais. Non. Quand il mangeait pas, lui, je suis sûre. Food for thought, voilà. Comment ça, les profs ne sont pas des robots qui restent en placard de la classe, c'est ça ? Ah ouais, je suis fille de prof et je croyais quand même ça petite. Ça, c'est fou, quoi, c'est génial. Hein. C'est incroyable. Je trouve ça fantastique. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas l'impression qu'on les envisage pas comme vraiment travailler, quoi. C'est plus qu'on les ouais, je sais pas quoi. Donc attends, où est-ce que j'en étais ? Je pense qu'une des raisons pour lesquelles tout le monde dans ce milieu et les étudiantes en général ont tendance à voir les enseignants comme des gens qui ne travaillent pas est totalement liée à cette perception du corps immobile. Un aspect de la division de classe entre ce que nous faisons et ce que la majorité des gens dans cette société font. Service, travail, labeur. Et qu'elles bougent leur corps. La pédagogie libératrice exige qu'on travaille dans la classe, dans la limite de son corps, avec et au-delà et contre ses limites. Les enseignantes peuvent bien affirmer que se tenir sur l'estrade ou derrière le bureau n'a pas d'importance, ça en a. Je me souviens lors de mes premiers jours d'enseignement, alors que j'essayais de sortir de derrière le bureau, avoir été très nerveuse.
Je me souviens avoir pensé, il s'agit vraiment de pouvoir. Je me sens plus en contrôle. Je me sens plus en contrôle quand je suis sur l'estrade ou derrière mon bureau que quand je marche vers mes étudiantes. Quand je me tiens près d'elles. Peut-être même quand je les touche. La reconnaissance que nous sommes des corps dans la classe a été importante pour moi, particulièrement dans mes efforts pour ébranler l'image de l'enseignante comme étant qu'un esprit omnipotent et omniscient. C'est ça. Ron dit, quand on quitte l'estrade pour marcher dans la classe, soudain notre odeur, notre façon de bouger devient très envahissante pour nos étudiantes. On apporte aussi avec ça un certain potentiel, bien qu'il ne soit pas garanti, pour un type de face-à-face et de respect pour ce que je dis et ce que vous dites. L'étudiante et l'enseignante se regardent l'une l'autre. Alors que nous nous rapprochons physiquement, soudain, ce que j'ai à dire ne vient plus de derrière cette ligne invisible, ce mur de démarcation qui implique que tout ce qui vient de ce côté du bureau est d'or, est la vérité, ou que tout ce qui est dit ici l'est à mon intention, que ma seule possibilité de réponse est de dire bien correct. Ah ouais, c'est ça. Putain, c'est intéressant du coup, quoi. Ça a grave de l'importance quand Madame Bessereau s'est levée pour la première fois de l'année en terminale, en latin, ça nous a fait un choc, c'est vrai. C'était arrivé à quel moment de l'année? Parce que ça veut dire que tout le temps, sinon, elle restait derrière son bureau. C'est chaud, quoi. C'est chaud, hein. Elle a des jambes. Elle s'est levée une fois de l'année en mars. Fou. Incroyable. Vous la voyez marcher quand même dans le reste du lycée, quoi. Madame Bessereau, elle avait décidé de vous envoyer vous faire foutre. Hein. Que vous allez pas lui demander de se lever en plus. Oh là là. Quand on quitte... Ouais, donc là, c'est ça. Quand on se déplace dans la classe, il devient plus évident qu'on y travaille. Ah, elle arrivait toujours en retard, ok. Et après, elle s'asseyait et bougeait plus son cul. Franchement, good for her. Pour certaines enseignantes, particulièrement les plus âgées, il y a un désir de jouir du privilège d'apparaître comme si on ne travaillait pas en cours. C'est curieux en soi, mais c'est particulièrement ironique, alors que les universitaires se rassemblent en dehors des cours et disent à qui veut l'entendre à quel point il y a le travail dur. Pour sa défense, les cours de latin, c'était à 7h40. On n'était pas bien là non plus. Putain, 7h40, c'est trop tôt. Hein. L'arrangement du corps dont nous parlons détourne l'attention de la réalité d'une enseignante en classe pour offrir quelque chose de soi à ses étudiantes. L'effacement du corps nous encourage à penser que nous écoutons les faits neutres et objectifs, des faits qui ne sont pas particuliers à la personne qui partage l'information. On nous invite à transmettre des informations comme si elles ne venaient pas de nos corps. De manière significative, ceux d'entre nous qui essaient de parler de billets en classe ont été forcés de retourner au corps comme moyen de parler de nous-mêmes, comme sujet de l'histoire. Nous sommes tous sujets de l'histoire. Il nous faut nous réincarner afin de déconstruire la manière dont le pouvoir a été traditionnellement orchestré en classe, niant la subjectivité de certains groupes et l'accordant aux autres. Oui, alors il y a une certaine position de neutralité imposée par le prof, comme s'il pouvait pas non plus, par exemple, exprimer de point de vue politique ou de choses comme ça. Alors bon, oui, effectivement, il peut peut-être pas trop. Mais enfin, encore une fois, c'est pas des robots, quoi. En reconnaissant la subjectivité et les limites de l'identité, nous perturbons l'objectivation tellement nécessaire à la culture de domination. C'est pourquoi tous les efforts pour admettre notre subjectivité et celle de nos étudiantes a généré à la fois une critique et un retour de bâton féroce. Même si Dinesh de Souza et Alan Bloom présentent cette critique comme étant fondamentalement une critique des idées, c'est aussi une critique de comment ces idées sont renversées, perturbées, démantelées dans la classe. Je ne sais pas si on a le devoir de neutralité comme en France. Si veut dire aux États-Unis. Après, est-ce qu'il y a vraiment devoir de neutralité quand, par exemple, oui, après là c'est en dehors de la classe, mais t'as des profs qui manifestent ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, Ron répond. Si les enseignantes considèrent sérieusement, respectueusement le corps étudiant, nous sommes obligés de reconnaître que nous nous adressons à des personnes situées dans l'histoire. Et certaines d'entre elles viennent d'histoires qui, quand elles sont reconnues, peuvent menacer les manières établies de savoir.
C'est particulièrement le cas des professeurs et des enseignantes qui, dans la classe, font face à des individus qu'elles ne reconnaîtront jamais dans leur quartier. Par exemple, dans un environnement universitaire urbain, sur mon campus, un grand nombre des enseignantes ne vivent pas dans New York City. Certaines ne vivent pas dans l'État de New York. Elles vivent dans le Connecticut, au New Jersey ou à Long Island. Leurs lieux de résidence sont souvent très isolés et ne reflètent pas le mélange racial des gens sur le campus. Je pense que c'est la raison pour laquelle tant d'enseignantes se considèrent comme libéraux, même lorsqu'elles adoptent une position conservatrice en classe. Cela semble être particulièrement le cas sur les questions de race. Beaucoup d'entre nous veulent agir comme si la race ne comptait pas, comme si nous n'étions là que pour les choses de l'esprit, comme si l'histoire n'avait pas d'importance, même lorsque vous vous êtes fait avoir et que vos parents étaient... Lorsque vous vous êtes fait avoir, comment ça ? Ou que vos parents étaient des immigrants ou des enfants d'immigrants qui se sont échinés pendant 40 ans sans rien avoir en retour. Cette reconnaissance devrait être suspendue. Et la justification de cet effacement est la logique selon laquelle ce que nous faisons ici est une science, une histoire objective. Oui, c'est cette espèce de quête de l'objectivité permanente, quoi. Même dans la classe, t'es pas censé trop faire part de tes opinions politiques. Oui, ce qui est compréhensible en vrai. Parce que autant, en fait, on adorerait, nous, par exemple, que les profs soient tous des gros gauchos et qui radicalisent les élèves. Mais en fait, ils pourraient exactement faire la même chose avec la droite, quoi. Donc bon, dans une certaine mesure, je comprends, quoi. Il y a un devoir de neutralité dans le cadre du travail en classe. Oui, mais liberté d'expression. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est ça. Oui, non, parce qu'en fait, nous, évidemment, on voit le truc par notre prisme en disant, bah oui, évidemment, ce serait trop cool. Mais en fait, il y a plein d'autres cas. Il y a quand même tous les profs ne sont pas de gauche. Hélas. Ce serait chouette. Mais ça n'est pas le cas, hélas. Il est fascinant de voir comment un effacement du corps se connecte à un effacement des différences de classe et, plus important, à un effacement du rôle du contexte de l'université comme lieu de reproduction d'une classe privilégiée avec ses valeurs et son élitisme. Ah oui. Toutes ces questions sont exposées quand la civilisation et la formation de canaux occidentaux sont défiées et rigoureusement interrogées. C'est précisément ce qui est menaçant pour les universitaires conservatrices, la possibilité que de telles critiques puissent démanteler l'idée bourgeoise du ou de la professeure et que, en conséquence, la perception de notre propre importance et notre rôle d'enseignante devrait être fondamentalement changée. En mettant en forme ce livre, j'ai continuellement pensé au fait que je connais tellement d'enseignantes progressistes dans leur politique, désireuses de changer leur programme, mais qui, dans les faits, se sont absolument opposées à tout changement de nature dans leur pratique pédagogique. Bah oui, parce que là, c'est la théorie et la pratique. Sauf qu'honnêtement, je pense que les enseignantes de droite se gênent beaucoup moins pour être vocales. Ah ouais, c'est vrai ? Ah ouais, c'est vrai ? Genre, propagande, en fait. Propagande en cours, mais alors, est-ce que tu as noté une propension de certains profs, certains types de profs ? Parce que je pense, par exemple, à des professeurs de littérature ou même de philo qui choisiraient des trucs un peu orientés, quoi. C'est chaud, hein ? On a la même dans les acquisitions en bibliothèque. Ah ouais, les gens de droite n'ont aucun scrupule à faire selon leurs opinions. C'est fou, hein ? Ah oui, mais c'est une question de tolérance. En fait, c'est juste ça, en fait. C'est vraiment une question de tolérance, empathie, individualisme. Ils s'en foutent, quoi. Alors, est-ce qu'il faut qu'on soit sans scrupules, nous aussi ? Bah, je sais pas, hein. Il y en a un qui a été viré l'année dernière pour racisme et sexisme. Putain, carrément viré, quoi. Oui, donc là, ouais, c'est qu'il y a quand même un souci, quoi. Putain, c'est chaud. Comment ils ont réussi à prouver, du coup ? Parce qu'il y a eu une inspection du travail, il y a eu des... Il faut que tu finisses empathie. Ah bah voilà, Bantoche. Moi, je savoure la Riot Woman parce que... après 10 ans d'enquête. Oh, putain, c'est long. J'ai une prof d'histoire de droite au lycée qui était pas du tout dans la neutralité. Ouais, donc bon, bah voilà, quoi. Bon, bah on se rend compte que nous, on est des connards à essayer de rester neutres, en fait. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Putain. Donc voilà, donc elle dit théorie pratique et bon, c'est pour ça que son chapitre effectivement sur la théorie comme pratique libératrice qui ne s'oppose pas à la pratique,
Enfin, la théorie ne s'oppose pas à la pratique. Mais à un moment donné, si tu fais que de la théorie et jamais de pratique, ça casse les couilles, quoi. Ron répond « Beaucoup de ces enseignantes n'ont aucune conscience de comment elles se comportent en classe. Par exemple, une enseignante peut très bien présenter ton œuvre ou l'œuvre d'intellectuels issus d'autres groupes sous-représentés à l'université, et pourtant, elles vont travailler sur ces textes, sur les idées qu'elles partagent, d'une manière suggérant qu'il n'y a, en fin de compte, aucune différence entre ces productions et celles plus conservatrices de personnes privilégiées par la classe, la race et le genre. » Oui, c'est-à-dire que là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a quand même une nécessité de pas effacer le point de vue situé des autoristes étudiants en classe, ce qui est effectivement normal, quoi. Les étudiants ont fait des témoignages à la cellule d'écoute et de soutien, et à force d'accumulation, nouvelle DRH, en poste et hop dehors. Putain, waouh! T'imagines, 10 ans, faut s'accrocher, hein. Bell Hooks répond « C'est aussi très important de reconnaître que des enseignantes peuvent essayer de déconstruire ces biais traditionnels tout en partageant ces informations avec des personnes avec des postures corporelles, un ton et un choix de mots ou autres qui perpétuent les hiérarchisations et les biais que précisément elles critiquent. » Oui, parce que tu te rends pas forcément compte de tes biais. Exactement, c'est le problème. D'une part, on assiste à la reproduction de toute cette tradition. D'autre part, il faut se demander ce que celle-ci a comme effet sur le texte que l'on présente. Il semble plus sûr de présenter des textes très radicaux comme simplement d'autres textes à ajouter aux listes traditionnelles, le canon préexistant. L'exemple qui vient à l'esprit est celui d'une enseignante blanche d'anglais qui est plus que ravie d'inclure Toni Morrison dans son programme, mais qui ne veut pas parler de race quand on discute du livre. Ouais, alors là, j'avoue que c'est un peu... Tu parles de Toni Morrison, tu veux pas... Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Car elle voit cela comme une bien plus grande menace au statut d'enseignante que peut l'être un appel à changer le cursus. Et elle a raison de voir un changement de stratégie pédagogique comme risqué. Les enseignantes qui essaient d'institutionnaliser les pratiques pédagogiques progressistes sont certainement en danger d'être soumises au discrédit. Bah oui, mais bon, à un moment donné, il faut se mettre en danger aussi, quoi. Combien il nous reste ? Ouais, je pense qu'on finira pas ce soir. Hein. Oh là là, c'est très long. Ouais, non, on finira pas ce chapitre-là ce soir. Mais bon, on continue. Ron répond. Elle en a déjà parlé de celle-là ? Ah, je sais pas si elle fait référence à la meuf... qui c'était, là ? L'autrice ? Où on avait dit, ah, en fait, elle est raciste. Je pense que c'est un autre exemple. Ouais, c'est peut-être un autre exemple, mais elle a plusieurs exemples, effectivement, de... Enfin, en tout cas, elle a plusieurs illustrations du fait qu'il y avait des gens qui se sentaient vraiment menacés par le fait de changer leur façon d'enseigner, quoi. C'est vrai, les enseignantes qui évoquent, en fait, un besoin de tradition pourraient en parler différemment. Le mot tradition devait être un mot tellement merveilleux, tellement riche. Pourtant, il est souvent utilisé dans un sens négatif, pour répéter la tradition du pouvoir du statu quo. Nous pourrions célébrer la tradition des enseignantes qui ont créé un programme progressiste. Mais une telle tradition n'est jamais nommée ou valorisée. Même quand on lit des textes radicaux, il semble y avoir un besoin de le faire en validant la littérature sur laquelle ces textes se basent. Les conservatrices n'arrivent pas à laisser tomber. Même lorsqu'elles lisent certaines choses en classe, elles doivent être au bout du compte présentées en cohérence avec tout ce qui a été écrit avant. Or, on dévalorise le sens ou l'impact d'une œuvre de Toni Morrison ou de la tienne quand elles ne sont pas enseignées contre le courant. Dans les cours de philosophie aujourd'hui, les recherches sur la race, l'ethnicité et le genre sont utilisées, mais pas de manière subversive. Elles sont simplement utilisées pour mettre à jour superficiellement le programme. Cet attachement au passé est provoqué par une conviction profonde dans la légitimité de tout ce qui est venu avant. Alors ça, c'est effectivement le truc de... ça se fait depuis des années, ça se fait depuis des millénaires, donc c'est que c'est vrai, quoi. Les enseignantes avec ces convictions ont de gros problèmes quand il s'agit d'expérimenter ou d'exposer leur corps, l'ordre social. Et elles veulent que la classe soit comme elle l'a toujours été. Bon, en fait, ils veulent du changement, mais que ça change pas trop non plus, quoi. Mais ça, on le voit encore maintenant, hein. C'est vraiment genre un peu de progrès, mais attention, pas trop quand même, quoi. Surtout avec la question des privilèges et tout. Bell Hooks répond « Je voudrais répéter que bien des enseignantes n'ayant aucun mal à lâcher de vieilles idées, à épouser de nouvelles manières d'enseigner, peuvent toujours être aussi résolument attachées à de vieilles pratiques d'enseignement que leurs collègues plus conservatrices. C'est un problème crucial. Même ceux d'entre nous qui expérimentent des pratiques pédagogiques progressistes ont peur du changement. Consciente de moi-même comme d'un sujet
consciente de moi-même comme un sujet de l'histoire, un membre d'un groupe marginalisé et opprimé, victime du racisme institutionnel, du sexisme et de l'élitisme de classe, j'avais une peur panique que ma méthode d'enseignement renforce ces hiérarchies. Je n'avais pourtant aucun modèle, aucun exemple de ce que pourrait être une manière différente d'enseigner. L'envie irrépressible d'expérimenter avec les pratiques pédagogiques peut ne pas être reçue favorablement par des étudiantes qui s'attendent souvent à ce qu'on leur enseigne comme elles ont l'habitude. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut un engagement acharné et une volonté de se battre pour que notre travail d'enseignant reflète une pédagogie progressiste. La critique des pratiques pédagogiques progressistes vient de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Blum et de Souza ont atteint un public de masse et ont donc pu donner une impression distordue de la pédagogie progressiste. Je suis effrayée de voir que les médias de masse ont donné au public l'impression qu'il y aurait une révolution dans l'éducation où les hommes blancs conservateurs auraient perdu tout crédit. Quand on ne sait que rien n'a vraiment changé, que seul un tout petit groupe d'enseignantes prône la pédagogie progressiste. Alors là, elle est en train de nous parler de la panique morale, en fait. Nina Bouzor, elle est en train de nous parler de la panique morale, en fait. Elle est là, vraiment. Mais là, elle est en train de nous parler de CNews, elle est en train de nous parler de Le Point, etc., machin, qui disent « Attention, regardez, ils sont en train de défier complètement. » En fait, ils sont en fantasme de la menace réelle, ça n'a aucun sens, quoi. Nous évoluons dans des institutions réelles où si peu semble avoir changé, où il y a eu si peu de changements dans le programme, presque aucun glissement de paradigme, où le savoir et l'information sont toujours présentés de la même manière traditionnelle acceptée. Donc voilà, elle dit il n'y a pas eu trop de changements, mais c'est déjà une menace, quoi. C'est-à-dire que le fait de penser à changer les choses, c'est déjà trop, quoi. Ron répond, comme tu le disais plus tôt, les penseuses conservatrices se sont débrouillées pour défendre leur cause en dehors de l'université, et même persuader les étudiantes que la qualité de leur formation diminuerait si elle changeait. Par exemple, je pense que beaucoup d'étudiantes confondent un manque de formalité traditionnelle identifiable à un manque de sérieux. Ça c'est vrai. Là, ne serait-ce que par exemple des classes où on mettrait pas de notes ou des trucs comme ça, on voit qu'il y a des gens qui sont là en mode oui, mais c'est l'anarchie. Enfin, je veux dire, c'est la porte ouverte. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent plus rien. Il n'y a plus aucune structure. Voilà. Ce qui est vraiment effrayant, c'est que la critique négative de la pédagogie progressiste nous affecte, nous donne peur du changement et d'essayer de nouvelles stratégies. Bien des enseignantes féministes, par exemple, ont commencé leur carrière en essayant d'institutionnaliser des pratiques pédagogiques plus radicales. Mais alors les étudiantes semblaient ne pas respecter leur autorité. Elles ont eu l'impression que ces pratiques sont défectueuses, peu fiables, et sont retournées à leurs pratiques traditionnelles. Elles auraient dû bien sûr s'attendre à ce que des jeunes ayant reçu une éducation plus traditionnelle se sentent menacés et même résistent devant les méthodes exigeantes d'élèves qui elles participent à leur éducation et n'en soient pas que des consommateuristes passives. Putain, c'est intéressant ça, hein. Bah oui. Mais en fait, à partir du moment où tu rends les gens responsables de leur éducation très tôt, tu leur donnes aussi beaucoup plus d'outils pour garder ce réflexe-là plus tard, quoi. Et pas t'attendre à ce que juste les gens te donnent les infos. Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est quand même... Les enjeux sont intenses, quoi. C'est très difficile de communiquer avec les étudiantes car nombre d'entre elles sont déjà convaincues qu'elles ne peuvent pas répondre aux appels à s'engager en classe, parce qu'on leur a déjà inculqué qu'elles n'ont pas d'autorité, pas de légitimité. Reconnaître la responsabilité des étudiantes dans le processus d'apprentissage revient à les placer devant ce qui est le moins légitime à leurs yeux. Quand nous essayons de transformer le cours pour y instaurer le sens des responsabilités mutuelles dans l'apprentissage, les jeunes ont peur que nous ne soyons plus le capitaine travaillant avec elles, mais simplement un autre membre de l'équipe. Et un membre peu fiable en plus. Ninon qui jouait au Sim sur son téléphone pendant les cours de maths participatifs. Eh, mais voilà, hein. Bah tant pis pour elle, hein. Ninon, elle doit être teubée à l'heure qu'il est là. Tant pis pour elle, hein. Maths participatifs ? Comment ça se passe, des cours de maths participatifs ? Ça doit être horrible. Ça, on m'aurait demandé de participer, j'aurais rien su, j'aurais eu envie de pleurer. Pour éduquer à la liberté, donc, nous devons défier et changer la manière dont tout le monde pense le processus pédagogique. C'est particulièrement vrai des étudiantes. Avant que nous les invitions à un dialogue dialectique
d'idées, nous devons leur enseigner le processus. Je donne cours à bien des étudiantes blanches dans des positions politiques différentes. Et pourtant, elles viennent à un cours de littérature sur les femmes afro-américaines en s'attendant à n'entendre aucun commentaire sur les politiques de race, de classe ou de genre. Souvent, ces étudiantes se plaignent et disent « Eh ben, je pensais que c'était un cours de littérature !» Ce qu'elles me disent vraiment, c'est « Je pensais que ce serait un cours comme n'importe quel autre cours de littérature que je suis, mais que nous remplacerions simplement les auteurs blancs par des autrices noires. » Ah, on faisait équipe et tout, ok. J'avais prof de maths trop bien. Ah ouais, non mais t'es tiré au sort, t'imagines. Dans mon lycée, il y avait une classe expérimentale comme ça, sans notes. Elle était très mal vue, alors que ça avait un impact hyper positif sur les élèves. Mais c'est ça, Max, ça rend ouf, hein. Notamment une amie TDAH qui est jamais aussi bien appris que dans cette classe. Mais on en parlait déjà la dernière fois de ce TikTok que j'avais vu d'une prof qui disait qu'elle mettait plus de cours et qu'elle donnait en fait des questions. Enfin, du coup, elle était vachement plus sollicitée par ses élèves, par contre. Mais elle, ça lui allait à fond, quoi. Des élèves qui arrivent à la fac ont beaucoup de mal avec l'auto-évaluation. La validation sans note, l'évaluation par les pairs, et c'est compliqué de leur expliquer que la note, c'est pas le but ultime. Mais c'est ça, et je pense que là, le problème aussi, c'est que tu peux rééduquer un peu des étudiants là-dessus, mais leurs parents, tu vois. C'est ça aussi, c'est qu'ils sont pas juste conditionnés par le système éducatif, mais par leurs parents aussi, quoi. Je rêve de faire cours sans notes, bah ouais, mais le règlement des études le permet pas, bah c'est ça en fait. Là, je sais pas trop dans quel contexte elle le fait, cette prof-là. Je crois que ça avait été mis sur le Discord peut-être quelque part. Des bisous Vanny, bonne nuit. J'ai le seum contre Ninon car une fois elle a triché en anglais et la prof l'a vu et après ses potes pensaient que je l'avais dénoncé. Donc elles sont venues m'engueuler à la récré. Ah, les poules. Elle pensait que t'avais poucave. T'es une balance bantage. Bah non, en fait, du coup. Nous, on le sait. Enfin, on t'a vu dire des trucs sur les gens quand même dans le chat de temps en temps. Hein. En plus, des choses qui étaient fausses. Colporter des fausses rumeurs, des fake news. Bah oui, il y a l'esprit de compète, c'est ça. Une fois que t'enlèves ça, t'as des gens qui n'ont plus rien, quoi. Ouais. Je te des métaphores à tout le monde. La petite victime. Fantoche, elle s'est fait bolos à la récré. Oh non. Oh, petit chat. Attends, j'en étais où? Oui, voilà. Donc, en plus, donc, les élèves, ils gueulent en mode « Oh là là, dis donc, voilà. » Et elles acceptent un déplacement des centres d'intérêt, mais résistent au changement dans la matière dont elles pensent aux idées. Car c'est menaçant. C'est pourquoi la critique du pluriculturalisme cherche à fermer la classe de nouveau, pour mettre un terme à cette révolution épistémologique. C'est comme si beaucoup de gens savaient qu'un intérêt pour la différence a le potentiel de révolutionner la salle de cours et qu'elles ne voulaient pas que cette révolution ait lieu. Il y a un important retour de bâton qui cherche à délégitimer la pédagogie progressiste en disant qu'elle nous empêche d'avoir des pensées sérieuses et une éducation sérieuse. Cette critique nous fait revenir à la question d'enseigner différemment. Comment gérons-nous la manière dont nous sommes perçus par nos collègues ? J'ai même entendu mes collègues me dire « Les étudiantes semblent vraiment apprécier tes cours. Qu'est-ce que tu fais de travers ?» Oh, l'angoisse, cette phrase. Oh, ah ouais, c'est vraiment intégré qu'en cours, on doit en chier, quoi. Ah, ça me rend ouf, cette phrase. On faisait les devoirs en collab, ça me saoulait de ouf, les devoirs. Ok, bah c'est bien de bosser en groupe, cela dit. Hein. La société aide pas, bah non, c'est ça. Hein. Quand tu vois que tu dois tout noter, resto, appli, il y a des émissions TV où ça note les participants. Tu m'étonnes que les élèves ont du mal quand il n'y a pas de notes. Bah bien sûr. Hein. C'est-à-dire que là, tu te dis, bah j'ai aucune valeur en fait. Si on me donne pas de notes, si on me classe pas par rapport à quelqu'un, je sais pas ce que je vaux. Bah oui, mais alors qu'en fait, bon, la question de... Bon, bref. Ron répond. Mes collègues me disent, tes étudiantes semblent profiter et elles semblent toujours être en train de rire, tu sembles t'amuser. Ce qu'elles impliquent, c'est que je suis un comique, un bon performeur, mais que mon enseignement n'est pas de qualité. Le plaisir en classe est craint. Ah bah oui, mais c'est comme le travail en fait. Hein. C'est en gros, si tu fais un travail qui est censé être agréable, genre par exemple mon travail, bon bah déjà t'as pas le droit de te plaindre et c'est pas vraiment un vrai travail en plus quoi. C'est un peu un truc de saltimbanque de merde. Si on y rit, cela veut dire qu'un échange réciproque peut exister. Vous riez, les jeunes rient, quelqu'un passe, regarde à l'intérieur et dit « Ok, tu es capable de les faire rire. Et alors ? Tout le monde peut divertir. » Et elles peuvent adopter cette attitude parce que cette notion de réciprocité, de respect, n'est jamais supposée.
On ne suppose jamais que tes idées puissent être divertissantes, émouvantes. Pour prouver votre sérieux scolaire, vos étudiants doivent être presque morts silencieux, mais pas réveillés, excités, en train de faire du bruit et de s'attarder dans la salle. Je te mets une gommette. Super. Alors attendez, quelle heure il est ? Où est-ce que... Ah si, bon bah voilà, on va lire jusqu'à là parce que ça s'arrête à un point. Désolée, je suis un peu psychologique là-dessus. Mais j'aime bien m'arrêter à un... Ouais, voilà quoi. Belle Hooks répond. C'est comme si on voyait le savoir comme un gâteau crémeux que les étudiants doivent manger, qui doit les nourrir, mais dont le processus de digestion ne doit pas être agréable. En parlant de points, où est Maxime ? Mais Maxime, depuis qu'il a repris le boulot, mobile, mob, hein. De façon, le système éducatif tel qu'il est pensé est clairement pensé pour te conditionner à être bien cadré. Mais c'est ça, en fait, hein. Vraiment, hein. Les passes qui finissent par un point, on est d'accord, Gwenise, hein. J'adore. Mon petit péché mignon. Oh, quand tout est bien rangé, là. On parlait de ranger dans des cases. Donc voilà, en fait, c'est un gâteau crémeux, mais quand t'es lactose intolérante, quoi. En tant qu'enseignante, travaillant à développer la pédagogie libératrice, je suis découragée de voir des jeunes qui pensent que si la pratique est différente, elles peuvent être moins impliquées, moins disciplinées. Je pense que la peur de perdre le respect des étudiantes a découragé bien des enseignantes d'essayer de nouvelles pratiques d'enseignement. À la place, certaines d'entre nous pensent « je dois revenir à ma manière traditionnelle de faire les choses, sinon je ne suis pas respectée et les étudiantes ne reçoivent pas l'éducation qu'elles méritent parce qu'elles n'écoutent pas ». Quand j'étais étudiante, j'appréciais toute enseignante avide de créer des pratiques d'enseignement plus progressistes. Je me souviendrai toujours de mon excitation le jour où j'ai commencé un cours et où l'enseignante a voulu changer comment nous étions assises d'un placement en rang au profit d'un cercle. Ah oui, mais on en a déjà parlé au tout début. Il y avait des gens dans le chat qui disaient « Moi, je suis neurodivergent, ça aurait été ultra chaud. » Et bon, là, effectivement, on avait dit « Ouais, mais il y aura toujours un moment où il y aura des trucs qui vont pour certains, pas pour d'autres. Il faut réussir à trouver un juste milieu, quoi. » Il m'a laissé les clés, le pouvoir. Chaud. Méfiez-vous. Qu'est-ce qu'elle va en faire ? Donc je me souviens, voilà, au profit d'un cercle, afin qu'on puisse se voir les uns les autres. Nous ne pouvons plus aller vers la connaissance en dormant. Aujourd'hui, il arrive que des étudiants ne veuillent pas s'asseoir en cercle. Et elles dévalorisent ce changement parce que, fondamentalement, elles ne veulent pas être des participantes. Ah bah c'est ça en fait. Et elles voient cette pratique comme une action vide de sens, pas comme un changement pédagogique important. Ou c'est un détail, quoi. Et elles peuvent se dire... Pourquoi je dois faire ça dans votre cours et pas dans mes autres cours ? Ça a été incroyable et décourageant de rencontrer l'étudiante résistante non ouverte à la pratique libératrice, alors même que je vois en même temps tellement d'étudiantes brûlées d'envie pour les pratiques libératrices. Pogno a déjà mangé les deux, les clés et le pouvoir. Le bouclier va être déployé. Un jour, genre demain, je vais revenir en live et je vais voir que Tipoud l'a activé 4 fois pendant la nuit. Juste pour, tu vois, blow some steam, quoi. Juste vraiment histoire de se défouler. Tiens ! Et il y a pas le bouclier. Ce serait trop bien. Donc là, et je trouve ça c'est intéressant qu'elles disent, ok, il y a des étudiants qui adorent, mais il y en a aussi qui aiment pas, et c'est décourageant. Et c'est pas uniquement du côté des enseignants, quoi. Mais Ron répond, même les étudiantes avides d'une pratique libératrice, qui l'apprécient, se retrouvent parfois à y résister, parce qu'elles doivent aller à d'autres cours qui commencent à une certaine heure, finissent à une certaine heure, où toutes ces régulations sont en place comme mode d'expression du pouvoir. Plutôt que ce qui devrait être en place pour avoir des possibilités de conversation viables. Comme dit plus tôt, nous pouvons intervenir et altérer cette résistance en partageant notre compréhension de la pratique. Je dis aux étudiantes de ne pas confondre l'informalité avec un manque de sérieux, de respecter le processus. Parce que j'enseigne de manière informelle, les jeunes ont souvent l'impression qu'elles peuvent se lever, sortir, revenir, et elles ne sont pas à l'aise. Je leur rappelle que dans leur autre module, où l'enseignante dit que si on rate un cours, on est expulsé, et elles sont dociles, se plient aux règles de comportement arbitraire. Je sais que c'est pas satisfaisant, mais on n'aura pas la réponse
avant la semaine prochaine. C'est ici qu'on arrête. Nous sommes à la page 136. Je vais me faire une chaîne juste pour mettre le bouclier. Nous sommes à la page 136, mes petits storygraphes zouz. Bah, tu vois, Kate, de toute façon, nous-mêmes, nous en allons. 136. 136. Et nous sommes à 72% du livre. Bravo. C'était pas mal le... Ouais, trop bien le timing. Hein. 23h59 en plus. Non mais waouh, royal au bar. Voyez ce qui nous reste. Ça vous donne une idée.